Halloween. Un concept si simple, mais qui m'a procuré d'innombrables années de joie. Il y a quelque chose que je trouve amusant à propos de ça. Pendant une journée, on s'en fout un peu de toutes les règles et on balance tout par la fenêtre. On ne fait que s'amuser. Et c'est génial. Les enfants se rendant dans des maisons d'étrangers, en leur prenant des bonbons, ce qui serait interdit à tout autre moment de l'année, est soudain devenu la norme. C'est l'une des seules fois où vous pourriez être dans un ascenseur avec Captain America, une infirmière sexy, et un zombie, et que personne ne réagit. Cependant, il y a une tradition d'Halloween qui m'a marqué toute ma vie. C'est les épisodes spéciaux d'Halloween des Simpsons. Rien ne combine le plaisir et la peur d'Halloween comme Homer recréant le corbeau ou Ned Flanders se pavanant comme le diable. Ils étaient un élément de base dans ma maison en grandissant et je les consomme toujours comme des bonbons à chaque Halloween. C'est pourquoi, lorsque j'ai entendu que ma station locale allait organiser un marathon spécial Halloween, j'ai étouffé de joie. Cependant, avec le recul, j'aurais aimé avoir fait autre chose que d'être témoin de ce que j'ai vu. La nuit d'Halloween se passa comme d'habitude. J'ai passé la nuit à regarder des films d'horreur classiques et à distribuer des bonbons à l'occasion. Alors que le marathon approchait de son début, je me suis retrouvé à me sentir comme un garçon de 8 ans. J'ai préparé ma collation, y compris les restes des bonbons d'Halloween que j'avais en surstock exactement pour cette soirée, et je me suis préparé pour une nuit de plaisir. Pendant les premières heures, ce n'était rien de moins qu'une magie nostalgique effrayante. Avec 30 émissions spéciales, j'ai passé environ 15 heures de télévision et je dois admettre que c'était un peu fatigant, même pour moi. Finalement, j'ai succombé à l'ennui et au sucre, et me suis endormi. J'ai été réveillé un peu plus tard par une publicité qui était plus forte qu'elle n'avait le droit de l'être. Il était environ 3h30 du matin, et l'un des épisodes spéciaux venait de se terminer. J'étais sur le point de jeter l'éponge parce qu'ils entraient dans les derniers spéciaux et qu'ils n'étaient pas mes préférés, étant donné que leur humour ou histoire ne m'intéressait pas trop, du moins comparé au premier épisode. Mais quelque chose a attiré mon attention. L'intro de l'épisode avait une ouverture que je n'avais jamais vue auparavant, et j'étais intrigué par ce qu'elle pouvait être. Le spécial s'est ouvert avec la famille devant la télévision. Ken Brockman terminait juste les nouvelles du soir quand soudain, une horloge bruyante dans le salon a commencé à sonner. Les Simpsons entrèrent tout à coup dans une étrange transe et dirent à l'unisson « C'est l'heure ». Tout à coup, l'animation est devenue beaucoup plus nette et plus fluide. Ils avaient clairement engagé un professionnel extérieur pour faire la scène. Un par un, les membres de la famille ont commencé à convulser et à se transformer en créatures horribles. Le corps de Marge a commencé à s'allonger et à se tordre, devenant comme un serpent. Ses yeux sont devenus rouges avec une doublure jaune, et elle était devenue un monstre serpent. Bart était le suivant avec son dos sortant et développant une sorte de crête. Sa peau est devenue verte, et il a développé des branchies et des nageoires, devenant une sorte de créature du monstre du type lagon noir. Il sent son dos tordu et fait une blague sur le fait que son médecin ne sera pas content de cela. Homer se met à grogner et des griffes jaillissent de ses doigts. Sa bouche devient un museau et des cheveux bruns jaillissent de tout son corps, le recouvrant partout, sauf le sommet de sa tête, le laissant effectivement toujours chauve. Cela l'a amené à émettre sa marque TO. Lisa attendait sa transformation, mais un simple chapeau de sorcière est apparu sur sa tête. Je dois admettre que cela m'a bien fait rire. Et enfin, Maggie a flotté dans les airs et a commencé à se transformer en une chauve-souris, en formant un profond rire démoniaque, qui m'a fait frissonner. Soudain, tous leurs yeux s'ouvrirent grands et ils fixèrent simplement l'écran. Cela m'a dérangé de voir à quel point leur regard était intense et effrayant, parce que cela m'a vraiment donné l'impression qu'ils me regardaient et pas seulement l'écran. Un par un, ils ont commencé à parler prononçant une seule phrase. « Ne veux-tu pas te joindre à nous ? Pour une terreur comme tu n'en as jamais ressenti. Ces histoires ne sont pas pour les âmes sensibles. Nous avons plongé profondément dans ton esprit et extrait tes peurs les plus sombres. Si tu ne souhaites pas te soumettre à cela, nous te conseillons humblement d'arrêter maintenant. Tu étais prévenu. Tout à coup, ils sautèrent sur l'écran et le sang tinta l'orthographe Treehouse of Terror. Au moment de passer à la publicité, j'ai eu besoin d'1 minute pour reprendre mon souffle. J'ai vu toutes les émissions spéciales, y compris la nouvelle, qui a été diffusée quelques jours auparavant. Et celle-ci n'en fait pas partie. Je n'avais jamais entendu parler de Treehouse of Terror auparavant. Dans des circonstances différentes, j'aurais pensé que c'était une imitation bon marché, mais les acteurs voix et le budget de l'animation étaient là. Et je n'ai plus eu envie d'aller me coucher. Je voulais voir cet épisode, cette intro est celle qui m'a le plus marqué, et j'étais vraiment curieux de voir à quoi ressemblait cet épisode. Je me suis rassis, et j'ai attendu avec une vigueur renouvelée que la spéciale reprenne. Le premier segment était simplement intitulé « Nous nous ennuyons ». Un jeu de mots médiocre, mais c'était normal pour ces segments. Il s'est ouvert dans l'auditorium de l'école primaire où le directeur Skinner tenait une assemblée.
Il passait en revue les nouveaux termes et conditions du système d'exploitation informatique de l'école dans des détails approfondis et atroces. La plupart des élèves étaient soit endormis ou alors somnolés. Au sommet de l'auditorium, un groupe d'étudiants comprenant Bart, Lisa, Milouz, Nelson et Martin était assis. Tout le monde, à l'exception de Martin, s'accrochait à sa conscience par un fil. Bart a regardé à sa droite et a vu un petit vide sanitaire avec une lumière rouge menaçante qui brillait. Bart a convaincu les autres étudiants de se joindre à lui pour s'échapper par celui-ci. Nelson entraîne Martin pour qu'il ne puisse pas les dénoncer à Skinner. Il traverse le vide sanitaire et se retrouve dans le bureau du principal. Il saccage son bureau jusqu'à ce qu'il découvre leurs archives permanentes. Bart demande à Lisa ce que disent les archives, mais Lisa répondit en montrant le livre. Le livre qui contenait une grosse empreinte sanglante en forme de visage. Apparemment, Skinner se claquait violemment la tête contre ce livre. Après une enquête plus approfondie, ils découvrirent une planche de Ouija confisquée. Le groupe s'excite et décide d'y jouer, forçant Martin réticent à se joindre à eux. La scène se déroule avec eux, posant différentes questions à la planche. Milouz demande s'il aura un jour une petite amie, et le curseur claque continuellement sur le mot non. Il demande quand Martin mourra, et la planche épelle le mot « bientôt ». Martin commence à paniquer et retire sa main du curseur. Un vent menaçant commence à souffler dans la pièce, et la planche commence à flotter dans les airs. Le curseur se déplace tout seul en épelant « Tu n'as pas dit au revoir ». Des bras et des jambes sombres sortent de la planche, et celle-ci se précipite sur Martin, le jetant sur un porte-manteau et l'empalant. Nelson essaye de combattre la planche, mais les ombres s'enroulent autour de ses bras, et l'obligent à se frapper au visage, en scandant bien « Arrête de te tourmenter ». Le corps ensanglanté de Nelson tombe au sol, et Milouz se tourne vers Bart et Lisa. « Il n'y a aucune chance que je survive à celui-ci, n'est-ce pas ?» La planche Ouija apparaît derrière lui, et dit « Non ». Il attrape ensuite le cou de Milouz, et le brise. La planche avance lentement sur les tremblants Bart et Lisa. Les deux se tiennent et se disent au revoir. La planche s'arrête soudainement, et dit « Adieu alors ». Les ombres disparaissent, et la planche repose inoffensivement sur le sol. Bart et Lisa haussent les épaules, et partent. Les deux sont sur le point de franchir les portes de l'auditorium lorsque Skinner franchit les portes et les engueule du saccage commis. Bart demande à Skinner s'il peut simplement oublier ceci, et curieusement Skinner accepte à contre-cœur et les ramène en classe. Il les emmène dans une salle de classe sombre et ferme la porte avec un sourire sinistre sur son visage. C'est là que les choses prennent une tournure extrêmement inconfortable. Toute la musique et le son s'arrêtent, et la caméra commence à descendre dans le couloir vers l'auditorium. Il pousse les portes et révèle tous les autres étudiants encore dans la pièce, mais ils ne dorment plus. Tous les étudiants sont extrêmement pâles, avec leurs yeux écarquillés de terreur. Ils sont tous complètement immobiles, et il est clair qu'ils sont morts. La caméra effectue lentement un panoramique révélant tous leurs visages morts, figés par le dernier regard de terreur totale qu'ils ne connaîtront jamais. Au début de la pause publicitaire, je me suis assis là, abasourdi. Les Simpsons avaient déjà exploré un territoire sombre, mais cette scène finale était carrément dérangeante. J'étais choqué, mais de plus en plus intéressé parce que j'espérais cela depuis des années. Un spécial Halloween vraiment effrayant. J'étais vraiment investi maintenant, et je ne pouvais pas attendre plus. Les publicités se sont terminées, et le deuxième segment a commencé. Le titre de celui-ci était « L'aube des non-nourris ». Waouh, il commençait vraiment à s'étirer pour ces jeux de mots maintenant. Il s'est ouvert sur la centrale nucléaire où Lenny, Carl et Charlie regardent l'horloge qui est sur le point de sonner midi. Ils deviennent de plus en plus désespérés au fur et à mesure que les secondes passent, et ils se plaignent d'avoir extrêmement faim. L'horloge sonne midi, sonnant la cloche du déjeuner, et le groupe se précipite vers la salle à manger. Leur chemin est bloqué par M. Burns, qui les informe qu'il y a un problème avec le réacteur et qu'ils doivent le réparer avant de pouvoir manger. Charlie fait remarquer que, selon la loi, ils ont le droit de refuser un travail dangereux. M. Burns sourit et explique qu'ils n'ont jamais lu les termes et conditions de leur contrat et qu'ils avaient renoncé à ce droit. Le groupe a poussé un soupir et a enfilé des combinaisons de protection contre les risques biologiques. Ils essaient de réparer le noyau, mais il se produit une forte fuite envoyant du gaz vert nocif dans la chambre. Ils commencent à paniquer, mais Carl fait une lecture et découvre que les niveaux de radiation se stabilisent au niveau exact que les combinaisons peuvent supporter. Tant que le rayonnement dans la zone reste exactement le même, tout ira bien. Un bip soudain attire l'attention, et il regarde lentement pour voir la salle à manger, de l'autre côté du verre où Homer vient de mettre son déjeuner dans le micro-ondes. « Pourquoi le réacteur est-il à côté de la salle à manger ?» demande Lenny. « Compression budgétaire », répondit Carl. Les combinaisons du trio commencent à éclater, les explosant des gaz toxiques. Le gaz fait fondre leur peau et les transforme en une sorte de zombie mutant. Ils brisent le verre de la salle à manger et commencent à siffler le mot « affamé » à Homer,
Les trois se ruent sur Homer, qui s'enfuit dans le couloir. Homer ne peut plus courir et tente de se cacher dans les tuyaux derrière lui. Cependant, peu importe à quel point il serre fort, il est trop gros pour s'insérer entre eux. Abandonnant, il court vers la boîte à suggestions au bout du couloir et écrit « Veuillez créer des cachettes assez grandes pour le citoyen américain moyen ». Il met le message dans la boîte aux lettres et court à son bureau et barricade la porte. Les trois zombies commencent à gratter la porte et tentent d'amadouer Homer. « Laisse-nous entrer, Homer. Nous avons tellement faim. Nous allons faire vite. Ouvre. » Une fois de plus, la musique se coupe et la scène est partagée par des plans où plusieurs corps ensanglantés reposent sur le sol et le seul son est le son des gouttes de sang qui frappent celui-ci. La scène revient au bureau d'Homer où les zombies chuchotent toujours pour qu'Homer ouvre la porte. La caméra se dirige lentement vers Homer, qui est mort. Ses yeux sont sans vie et son visage est extrêmement rétréci en montrant qu'il est mort de faim au fil du temps. La scène se coupe sur cette image troublante. Je me suis précipité aux toilettes, au début des publicités, et j'ai commencé à respirer fortement. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage rétréci d'Homer qui ressemblait à ceux que j'avais vus dans les livres d'histoire. Je me suis retrouvé à trembler, et je ne savais pas comment m'arrêter. Je regarde des films d'horreur horribles depuis que j'ai 5 ans, et jamais un de ces films n'avait eu d'effet sur moi, encore moins un dessin animé. Il y avait juste quelque chose dans les images de ces enfants morts, du corps émacié d'Homer qui semblait trop faux, trop réel. J'ai débattu avec moi-même pour savoir si je voulais éteindre la télé, mais non. J'étais venu jusqu'ici, et je ne pouvais plus revenir en arrière. Je devais aller jusqu'au bout. Je n'étais après tout qu'un simple dessin animé. Le segment final. Eh bien, les 2 premiers sketchs ont eu des moments troublants. Ils portaient toujours les références traditionnelles et l'humour attendu de la série. Ces sketchs ne contenaient ni humour, ni vraie histoire. L'ensemble du segment était en format POV, prenant la perspective d'un personnage invisible. Ils dorment dans une tente, quand Bart et Lisa entrent et leur disent qu'il est temps. Ils se lèvent et commencent à les suivre à travers les bois. Cela dure plusieurs minutes et pendant ce temps, il n'y a pas de dialogue et pas de blague d'aucune sorte. Parfois, Bart ou Lisa se retournent et me fixent. Encore une fois, j'ai ce sentiment étrange que j'ai eu dans l'ouverture, où ils ne regardent pas seulement l'écran, mais me regardent moi. Cependant, ce n'était pas simplement le regard qui était troublant cette fois, mais leur expression. Leur visage était rempli de tristesse et d'empathie. C'était le genre de regard qu'un enfant pouvait donner à un animal de compagnie bien aimé, emmené chez le vétérinaire pour être abattu. Cela m'a rempli à la fois de peur et de tristesse que je n'avais jamais ressenti auparavant. Après 10 minutes, ils arrivèrent enfin à une mystérieuse grotte sombre. Les deux sont retournés, mais ont refusé de me regarder dans les yeux, fixant tristement le sol à la place. « Vous devez entrer seul », a dit Bart mélancoliquement. « Nous ne pouvons pas entrer, pas encore en tout cas », a dit Lisa avec une tristesse qui était teintée de peur. Le protagoniste invisible est entré dans la grotte, et avec une lassitude accrue, a traversé l'obscurité. Chaque pas qui s'éloignait de l'entrée apportait de plus en plus d'obscurité, jusqu'à ce qu'il se trouve au bord d'un précipice, d'une obscurité totale. C'est là que la marche s'est arrêtée, et il attend tout simplement. Puis, émanant de l'obscurité, des bruits de pas lourds se rapprochaient de plus en plus. Ils se déplaçaient à un rythme lent et régulier, de plus en plus fort, chaque pas faisant écho dans la cavité de ma vraie poitrine. À travers la faible lueur du soleil couchant derrière le POV, je commence à remarquer une ombre dans le noir. Un phénomène que je sais impossible. Pourtant, il y avait cette ombre qui se formait devant mes yeux. L'ombre était du genre à ressembler à la fois à rien et à tout en même temps. La masse informe qui incarne vos pires peurs, comme si elle en était faite. C'était une ombre de pure terreur. Il s'est déplacé vers moi, et tout à coup, j'ai semblé hors de contrôle de mon propre corps, et me suis senti comme convulsé. Un jet gluant de bave et de mousse est sorti de ma bouche, et mon corps a commencé à trembler. J'ai touché le sol, et tout est devenu noir. Je me suis réveillé quelques heures plus tard à la lumière de l'aube. La télévision était toujours en train de jouer le marathon de la veille, mais je n'avais aucune envie de le regarder, pas après ce que j'avais vu. Je me suis retiré du sol, et j'ai trouvé ma chemise trempée d'un mélange de sueur et de salive. Je n'ai jamais eu d'antécédent d'épilepsie auparavant, et je ne pouvais pas me dire que ce que j'en avais vécu en était une crise. J'ai pris mon téléphone, et j'ai été voir en ligne pour voir si quelqu'un d'autre avait été témoin de l'épisode étrange, mais mes recherches sont restées vides. Aurais-je pu tout rêver? Mais si c'était le cas, pourquoi étais-je sur le sol couvert de ma propre bave? Je ne sais pas ce que j'ai vu cette nuit-là, mais il y a des moments où je vois des choses aléatoires qui se déclenchent dans ma mémoire. Chaque fois que cela se produit, je souffre d'une attaque de panique massive. Quoi qu'il en soit, cela me hantera pour le reste de mes jours. Je vous partage cette histoire, à tous, à la recherche de réponses. L'un d'entre vous a-t-il vu cet épisode? Quelqu'un d'autre a-t-il éprouvé la même terreur que moi? Et surtout, si je ne suis pas le seul dans ce cas, qu'avez-vous vu dans cette obscurité? Sacha cherchait du travail depuis un moment déjà.
Ses études d'archéologie étant terminées, il avait découvert que le monde de la vie active était bien plus complexe et sans pitié que la vie étudiante. Des mois qu'il se démarchait auprès des agences archéologiques locales. Privé, public, il avait tout essayé. J'aurais dû choisir une spécialité plus répandue, se disait-il, maudissant son incapacité fictive et son soi-disant manque d'intelligence. Un jour où Sacha parcourait les rues de sa Belgique natale, en maugréant, un papier gras volta jusqu'à ses pieds. Il se baissa et ramassa l'étrange prospectus. Il était très abîmé et jauni. On pouvait constater, à l'effacement partiel de certaines lettres, que le papier avait été détrempé et séché maintes et maintes fois. Tout un coin du document semblait brûlé, carbonisé. Cependant, on pouvait y lire « Le parc Belliande recrute. Venez donc trouver un emploi de ce havre de bonne humeur et de bonheur enfantin. Venez muni de ce coupon au parc Belliande, sortie 56 de l'autoroute A604. Adressez-vous au guichet. » Sacha eut un rictus méprisant, sarcastique, même le vent se moquait de lui, à lui envoyer des trucs de ce genre. Il pilla le papier et le mit dans sa poche, se disant qu'il le jetterait dans la première poubelle qu'il croiserait. Mais il l'oublia. Une semaine passa. Sacha n'avait toujours pas de boulot. Toujours plus désespéré, il se demandait s'il avait réussi sa vie. Tous ses amis avaient un travail, il pouvait se permettre des choses qu'il ne pouvait pas, car il n'était pas touché par la précarité. Tous autour de lui se mettaient en ménage, parlaient d'enfants, de mariage. Comme tous les matins, Sacha se leva de son lit très tôt. Il avait mal dormi, pensant sans cesse à sa condition. Enfin, il entreprit d'aller laver son linge. Cela passait par mettre ses vêtements à l'envers, vérifier les poches, puis remplir la machine. Lorsque le cycle de lavage fut terminé, il déploya son séchoir à linge malgré le peu de place qu'il possédait dans son studio humide et mit le tout à sécher. Alors qu'il pendait son linge, il empoigna un pantalon et sentit quelque chose de solide dans sa poche. Intrigué, il retira la chose, même s'il en était pourtant sûr d'avoir vidé toutes ses fringues avant la lessive. C'était l'annonce qu'il avait ramassée auparavant. Fait étrange, le papier était exactement comme il l'avait trouvé, alors que le passage en machine aurait dû le détruire. Une idée lui passa par la tête. Et si c'était un signe? Pourquoi ne pas postuler? Cela lui semblait fou. Le papier devait bien avoir près de 10 ans, vu son apparence. Mais pourquoi pas? Dans un élan de folie, Sacha sortit de son appartement en n'ayant même pas fini ses tâches ménagères. Il n'avait rien prévu de ce jour-là, et il était déterminé à mettre son délire à exécution. De toute façon, il n'y avait rien à perdre, non? Il roula dans sa voiture jusqu'à la sortie indiquée sur le papier, guidé par le GPS que son père lui avait prêté. À la sortie de l'autoroute, son itinéraire le mena vers un parking assez grand, où quelques voitures étaient garées. De là, il pouvait apercevoir un guichet à la jonction entre le parking et l'entrée du parc. Des couples qui avaient l'air heureux menaient leurs enfants par la main, en direction des lieux. La matinée toucha à sa fin, il faisait beau. Sacha était de bonne humeur, et ce fut d'un pas altier qu'il se dirigea vers la petite cabane colorée. Une fois arrivé, il salua la jolie demoiselle qui était postée là. « Bonjour, je viens pour l'offre d'emploi. » Il déposa le prospectus abîmé sur la table devant la fille, et c'est à sa grande surprise que celle-ci lui répondit « Parfait, allez donc près du carrousel, derrière la cabine du pilote. On vous donnera le poste. »« Bien, mademoiselle. » Puis, il partit à l'endroit indiqué, sans trop savoir où c'était. Il erra dans le parc, cherchant le dit carrousel. Tout lui paraissait étrange dans cet endroit. Déjà ébahi par la facilité déconcertante avec laquelle il venait d'être embauché, il fut stupéfait par les attractions proposées par ce lieu dédié au divertissement. Grand tourniquet, auto-tamponneuse, train de la mine, mais pas d'attraction à sensation. Il lui parut étrange qu'un parc aussi modeste, avec des moyens limités, attire autant de monde. En une époque où tout le monde ne se satisfaisait plus que de la vitesse extrême, ici, chacun, parent comme enfant, semblait se contenter de plaisirs simples. Cela faisait du bien d'être au milieu des rires et de la bonne humeur. Un père apprenant à son fils à tirer avec une carabine à plomb dans des boîtes de conserve, une mère surveillait un groupe d'enfants dans la file d'attente du grand toboggan. Et là, un carrousel. Il se dirigea vers le manège, et vit en effet, derrière la cabine du conducteur, un bâtiment camouflé en un décor représentant un bambin tenant un bouquet de ballons. Bien, il avait trouvé. Cependant, il décida de ne pas y entrer tout de suite. Avant de travailler, autant s'amuser, puisqu'il était dans un parc après tout. Il alla s'asseoir sur un banc, près d'une jeune fille. L'espoir fait vivre, pourquoi ne pas tenter de faire triompher sa vie sentimentale le même jour que sa vie professionnelle? Ce qu'il surprit au premier abord fut les vêtements de la demoiselle. Il lui semblait
que c'était ce genre d'habits colorés et bariolés que l'on portait dans les 70s. « Mademoiselle, puis-je m'asseoir ici ?» Pas de réponse. Il insista et... toujours pas de réponse. Intrigué, il passa sa main devant les yeux de la charmante jeune femme. « Allô ?» Elle ne réagissait pas, comme s'il n'existait pas. Drôle de personne. Néanmoins, il essaya d'aller acheter une glace au kiosque. Mais de nouveau, le vendeur ne lui prêta aucune attention. Étrange. Puis, il se remit les idées en place. De toute manière, il lui fallait aller s'inscrire pour son boulot. Pas de temps à perdre avec ces gens mal élevés qui m'ignorent et trouvent ça drôle, se disait-il. Il retourna au mur peint derrière le carrousel, y ouvrit une porte dérobée et entra en appelant « Bonjour, je viens pour le travail, on m'a dit qu'on me donnerait un poste. » Le local était vide de monde, mais rempli de feuilles mortes et de suie. Le plafond en verre était brisé, et il avait l'impression que c'était comme ça depuis des années, comme si le bâtiment avait été victime d'un incendie lointain. Curieux, Sacha s'avança. Les morceaux de verre crissaient sous les semelles de ses baskets. L'atmosphère devint lugubre, et notre jeune employé fut pris aux tripes par le contraste d'ambiance, si joyeux et bon enfant à l'extérieur, et si macabre à l'intérieur. Au fond du dit local trônait un bureau. Il s'approcha de ce commeuble imposant, et y vit, posée dessus, une clé très poussiéreuse, dotée d'une étiquette plastifiée noircie, sur laquelle on pouvait cependant lire « À celui qui viendra, Carrousel ». Sacha l'attrapa, puis le fourra dans sa poche. Sans doute était-il trompé de bâtiment pour le poste, mais il se dit que les employés seraient contents de retrouver une clé perdue. Cependant, une fois dehors, il contesta une chose étrange. Le parc était totalement vide. Pire, il semblait abandonné. Les tourniquets étaient renversés, la piste d'auto-tamponneuse était recouverte de fougères. Comment tout cela était-il possible? Paniqué, il fit quelques pas en avant, serrant les poings, cherchant une explication logique. Sans succès. Puis, il lui vient une idée saugrenue. Il sortit la clé de sa poche et entra dans la cabine de pilotage du carrousel non loin. La porte de la cabine s'ouvrit facilement, car le bois qui la constituait était pourri. Il jeta un coup d'œil au tableau des commandes et trouva aisément le trou pour insérer la clé, ce qu'il fit. Puis, il tourna et le manège démarra. Les rouages grippés par le temps firent un bruit de craquement, mais tout se mit à tourner sans problème. La musique de l'attraction se mettant en marche dans les haut-parleurs, pourtant visiblement hors d'usage. What the... Il retint son jour. Nerveux, son cerveau tentait de retrouver vainement une explication logique. Les voyages dans le temps, ça n'existait pas. Tout en réfléchissant, il faisait les 100 pas dans le parc, scrutant chaque détail impossible qui n'était pas là auparavant. Pourtant, il y avait à peine 5 minutes, ce parc était bondé. Était-ce une blague? Les gens qui l'ignoraient. Était-ce un canular? Il essaya de soulever une branche qui obstruait le fonctionnement d'un tourniquet. Il tira fort, mais pas suffisamment. La branche était en fait un arbuste, bien enraciné. Impossible qu'il ait été planté là dans un sol aussi dur en aussi peu de temps. Paniqué, commençant à perdre pied au milieu de ce mystère insoluble, il se mit à courir vers sa voiture. En repassant à côté du carrousel, il entendit que la musique s'était faite plus forte, désaccordée, comme une symphonie du désespoir. Il leva les yeux dans sa course pour regarder la source de cet horrible son. Une vision d'horreur frappa sa rétine. Des silhouettes fantomatiques ressemblant à des cadavres d'enfants chevauchaient des fantômes de bois qui avaient pris feu. Le mécanicien dans sa cabine était également de retour, tout aussi spectral que les enfants, avec le faciès horriblement défiguré par une brûlure. Et il fit un signe de la main à Sacha, qui prit ses jambes à son cou sans plus s'attarder, pour croiser le chemin de personnes irréelles, pour la plupart en flammes, courant, marchant, hurlant à la mort. Presque arrivé au guichet, il tomba soudainement nez à nez avec la jolie demoiselle, qui n'avait plus de joli que le souvenir, car son visage décomposé le regardait avec des yeux inexistants et une mâchoire défaite. Elle tendit un bras en direction de Sacha, pétrifié de terreur. Il recommença à courir, le cœur battant fort et de manière irrégulière, le faisant frôler la crise cardiaque. « Reste avec nous. Pourquoi ne veux-tu pas t'amuser ici pour toujours ?» entendait-il derrière lui, reconnaissant la voix de la guichetière. L'entrée du parc était fermée par des barbelés, comme si tout était désaffecté. Il essaya donc d'escalader le muret d'enceinte, mais il était bien trop haut. Il se retourna pour voir que les spectres du parc, des enfants morbides aux parents décharnés, en passant par le personnel du parc dans son intégralité, semblaient l'avoir suivi. Tous avançaient vers lui, lentement et inexorablement, une odeur fétide de chair calcinée les précédant. Une larme se mit à couler sur la joue de Sacha. Il serra les poings et courut du plus vite qu'il put
à travers les barbelés. La douleur était immense. Il sentait ses vêtements s'arracher aussi facilement que sa peau. C'était insupportable, mais la folie du désespoir et surtout l'odeur de brûlé, qui empirait, le motivait jusque dans ses derniers retranchements. Enfin, il parvint à passer le terrible obstacle. Il arriva au parking, démarra sa voiture en trombe et prit l'autoroute pour rentrer chez lui au plus vite. Malheureusement, il alla un peu trop vite, et un crash violent ne tarda pas lorsqu'il perdit le contrôle de son véhicule et alla s'encastrer dans une barrière de sécurité. Sacha se réveilla en sursaut, haletant, dégoulinant de sueur. Il regarda autour de lui. Qu'est-ce que cela voulait dire? Il se pensait à l'hôpital, mais il était dans son appartement, sur son lit, complètement défait. Il prit une profonde inspiration. C'était juste un rêve. Rassuré, un sourire béat et idiot aux lèvres, il se mit sur ses jambes, courbaturé. Il avait dû rêver très intensément pour que ses muscles soient si tendus. Il se dirigea vers sa machine à laver pour faire ce qu'il avait déjà l'impression d'avoir fait. Ramasser son linge, un t-shirt, un boxeur, une chaussette, le fameux pantalon. Il palpa la poche et eut un frisson dans le dos en sentant un objet dur à l'intérieur. Il palpa plus fort, plus dur qu'un tract chiffonné. Il y plongea sa main pour en sortir l'étrange objet. Une clé, celle du carrousel. Parle plus fort s'il te plaît. Depuis le fond de la classe, j'ai placé ma main derrière mon oreille pour lui signaler qu'elle devait élever la voix. Elle a pris une profonde inspiration. Je voyais l'anxiété qui lui rougissait le visage, alors que des mèches de cheveux blonds commençaient à se détacher de cette queue de cheval qu'elle portait tous les jours. Elle avait quelque chose qui me paraissait si familier, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Le visage collé à sa feuille, trop effrayé pour établir un contact visuel, elle a rapidement soufflé. « Bonjour, je m'appelle Paisley Jackson, et voici mon poème intitulé « Ma famille ». Paisley était une petite fille timide. En fait, elle était l'une des élèves les plus silencieuses que je n'eusse jamais connues au cours de mes 10 années d'enseignement. J'imagine que le fait d'être la plus jeune d'une fratrie, comptant 11 membres, ferait cet effet à n'importe qui. Mais étonnamment, elle était très intelligente, contrairement au reste de ses frères et sœurs, qui étaient tous plus bêtes que leurs pieds. Seigneur, les enfants de Jackson étaient un tel casse-tête. Sauf Paisley, bien sûr. J'aurais aimé lui donner plus d'opportunités pour améliorer son avenir. Ne vous méprenez pas. J'ai essayé d'aider Paisley, j'ai vraiment essayé. Je lui ai donné des vêtements, de la nourriture, et j'avais même mis des sous de côté pour elle. Mais vivre dans une cabane au milieu du désert, c'était déjà mal partir dans la vie. De plus, peu importe ce que j'aurais fait, cela n'aurait rien changé. Tout le monde sait que le cycle de la pauvreté est presque impossible à rompre. J'ai croisé les jambes, stylo à la main, me préparant pour une autre histoire fade sur une famille que je ne rencontrerai jamais. Si vous avez déjà travaillé avec des enfants défavorisés, vous savez que l'implication des parents ou du tuteur est plutôt rare. Et lorsqu'il s'agit de s'intéresser à l'éducation de leur fille, les parents de Paisley ne font exception. J'ai 2 mamans, l'une d'elles s'appelle Betty, et sait faire des bons spaghettis. Je l'appelle mère, c'est celle qui est mariée à mon papa, Tom. L'autre s'appelle Claire, elle a de jolis cheveux blonds. Je l'appelle maman, papa l'appelle son projet, son hobby. Étant donné que je suis dans l'Utah, j'ai vu des centaines de familles polygames, donc cela ne m'a pas paru bizarre. Aussi, même si la polygamie est illégale, ce ne sont pas vraiment mes affaires. Mère prend soin de nous tous. Elle peut le faire parce qu'elle est très grande. Maman porte un joli bracelet en argent, elle le porte parce qu'elle est très célèbre. Ce n'était pas la première fois que je voyais des enfants inventer des histoires sur des parents célèbres pour ajouter de l'excitation à leur vie trop ordinaire. Mais je ne m'attendais pas à cela de la part de Paisley. Maman nous a, moi et Tommy. C'est un de mes frères aînés. Mère est beaucoup plus âgée. Elle a tous les autres. J'ai grimacé. Cela signifiait qu'une des mères de Paisley avait donné naissance à 9 enfants. Papa dit que Tommy et moi sommes un cadeau de Dieu. Il ne nous frappera jamais avec un bâton. Sa fierté et sa joie, c'est Tommy. Mais il dit que la seule personne qu'il aime vraiment, c'est maman. J'ai levé les yeux de mon carnet de notes, la phrase sur le bâton ayant attiré mon attention. Cependant, ce n'était pas la première fois que mes élèves signalaient accidentellement un cas de maltraitance. En vérité, les services de protection de l'enfance choisissent les personnes qu'ils veulent aider. Mère va avoir un autre bébé. Elle est furieuse que papa veuille l'appeler Daisy. Maman ne peut pas avoir d'autres enfants. Son dernier est mort d'une MSN. En me glissant sur mon siège, j'ai griffonné une note me rappelant de livrer les vieux vêtements de bébé de ma fille à la cabane Jackson. Papa dit qu'il l'a fait exprès, parce qu'elle voulait s'enfuir et rejoindre le cirque. Mais mère dit que ce n'était pas sa faute. J'ai promis de garder ça dans notre jardin secret à tous les deux.
J'ai secoué la tête de tristesse. Comment peut-on blâmer une mère en deuil pour quelque chose qui est complètement hors de contrôle? Maman est celle que papa a choisie. Il est allé voir tous ces spectacles à l'école. Ils ont été réunis dans la nuit. Papa dit qu'en elle, il y a beaucoup d'acharnement. Mère n'est qu'une couverture. Papa ne l'aime pas vraiment. J'ai levé la main, un geste signifiant d'arrêter, que j'avais enseigné à mes élèves, mais Paisley n'a pas levé la tête. Elle a continué à lire, ignorant mon froncement de sourcils. Il était évident qu'un de ses frères et sœurs lui a fait écrire cela pour plaisanter. Maman dit qu'elle a besoin de sortir. Elle veut me montrer ce que c'est la vie. Papa se met en colère, c'est sa plus grosse bête noire. Maman est triste, elle veut juste sortir. Maman me chante sa chanson préférée. Mère dit que la tête de papa est mal câblée. En secouant la tête, j'ai soupiré. Encore une enfant avec tant de potentiel et un cœur si pur, coincée au milieu d'une querelle d'amoureux qui ne la concernait même pas. À son dernier anniversaire, je voulais emmener maman à un match de son équipe de basket préférée. Mère m'a fait un gâteau avec de la crème au beurre. Je suis allé voir les Knicks, mais papa a dit qu'il avait fait une erreur qu'il ne pouvait pas réparer. Rien n'est plus pareil. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est sûr. Maintenant, papa pleure seul la nuit. Il demande à Dieu « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il ne s'occupe plus de mère. Elle espère que le bébé va les réconcilier. Paisley levait la tête en souriant, cherchant mon approbation. Bien que j'étais consterné par le caractère inapproprié de son poème, je ne voulais pas lui casser le moral. Elle en était visiblement très fière, et la gronder pour quelque chose qui n'était pas de sa faute, allait simplement renvoyer cette petite fille dans sa coquille que j'essayais de briser depuis des mois. Au lieu de cela, j'ai applaudi, faisant applaudir aussi le reste de la classe, qui était trop jeune pour comprendre la gravité de la situation. J'ai apporté une photo de maman, en plus. Elle contient une autre partie du poème. Est-ce que je peux la montrer à la classe? J'ai hoché la tête en pensant qu'il ne pouvait pas y avoir de détails pires que ceux qu'elle n'avait déjà présentés. Paisley a mis sa main dans la poche de devant de sa vieille robe usée, en sortant une photo vieillissante. Elle a retourné la photo, la montrant comme si c'était son bien le plus précieux. Mon sang s'est glacé. J'ai finalement compris pourquoi Paisley me semblait si familière. Sur ce qui semblait être une photo de classe, avec un sourire identique à celui de Paisley, se trouvait une jeune fille du nom de Claire Daisy. Elle était une lycéenne, connue pour sa capacité à obtenir le premier rôle dans toutes les pièces de théâtre de l'école, et qui avait disparu sans laisser de traces 12 ans auparavant. Elle avait été vue pour la dernière fois à la répétition d'une pièce de théâtre, tard, un soir, et elle avait tout simplement disparu. Aucun signe de lutte, pas de témoin, pas de preuves, pas de corps, rien. Son cas avait été couvert par toutes les chaînes d'information de l'Utah pendant un certain temps, à cause de sa particularité, jusqu'à ce que les gens s'en désintéressent. Paisley a poursuivi avec joie. J'étais tellement sous le choc que je n'ai pas pu l'arrêter, alors qu'elle lisait le dos de la photo. Il y a une chose que je ne comprends pas, et peut-être que vous aurez les réponses. Si l'amour de papa pour maman ne vacille jamais, pourquoi l'a-t-il traité ainsi? Maman pose sa tête sur un beau lit douillet, mais maman dort dans la cave, sur une grande dalle de ciment. Ce que vous allez lire a été posté sur le board X de 4chan le jour d'Halloween, en 2013, par un utilisateur inconnu du nom de Prozac 101. Me rendant quotidiennement sur X, j'ai été parmi les premiers à répondre au post de cette fille, et je pense qu'il est bon de vous prévenir tout de suite que j'ai vraiment été dérangé par ce que j'ai lu. Je crois que je n'avais pas été aussi dérangé en lisant un truc depuis bien longtemps. C'est plutôt dur de décrire les étranges sentiments que j'ai ressentis, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de différent dans son histoire, vu que je n'ai pas cessé d'y repenser pendant des jours après ma lecture. Juste pour mettre les choses au clair, je ne suis pas l'auteur de ce qui suit, juste un simple anonyme qui s'est mis en devoir de montrer au plus large public possible l'histoire de Prozac 101. Hey X, j'ai juste pensé que ce serait bien de vous partager quelques histoires effrayantes de mon enfance pour animer un peu Halloween. Quand j'étais gamine, je vivais seul avec ma mère. On vivait dans la propriété de ma grand-mère, une vieille ferme à 3 étages juste en bordure des bois. C'était assez loin de la route, au bout d'un long et obscur chemin de gravier. On se sentait vraiment isolé la nuit, étant loin de toutes les autres maisons, dans cette zone qui n'avait pas été habitée depuis 30 ans, au moment où on s'y était installé. Assez souvent, j'étais une enfant très turbulente, et quand ma mère partait travailler, il arrivait que je ne prenne pas le bus scolaire et que je passe la journée seul à la maison. On se sentait souvent incroyablement seul et isolé dans cette grande maison, alors je passais le plus quart de mon temps dans la forêt qui s'étendait derrière. À bonne distance dans les bois, assez loin pour que je ne puisse plus entendre les appels de ma mère, il y avait un pin, couché, qui s'était abattu sur un autre. Un énorme tronc se tenait, à présent, figé comme un arc au-dessus du sol de la forêt. J'adorais grimper sur la souche déchiquetée au pied de cet arbre tombé et me maintenir quelque part vers le milieu. Et je n'arrivais jamais à continuer jusqu'en haut parce que la pente devenait simplement trop raide pour continuer, et j'avais la manie de me faire peur en regardant à quelle hauteur j'étais. Un jour,
Alors que j'étais assise à mon endroit habituel sur l'arbre tombé, assez loin du sol, j'écoutais les chants des oiseaux en profitant de la chaleur du soleil sur ma nuque, quand j'ai entendu quelque chose en bas, qui m'a paralysé de frayeur. « Hé, gamine !» J'ai été prise d'un soudain accès de peur pendant un moment. La voix venait de juste en dessous de moi. Je me suis penché pour regarder en bas, mais le bord du tronc me masquait la vue. Pendant un long moment, je suis restée là, silencieuse, et j'en suis arrivé au point où j'étais presque convaincu d'avoir simplement imaginé cette voix. Je sais que tu peux m'entendre. Sa voix était bien plus forte cette fois, si forte que j'ai hurlé de frayeur et que je me suis hissé un peu plus haut sur la grume. Tremblant nerveusement, j'ai enfoncé mes ongles dans l'écorce en m'accrochant étroitement à la vie. Je me suis assise là, tentant de garder mon calme pour Dieu sait combien de temps encore. Même si je ne le voyais pas, la présence de la chose en dessous de moi était claire. Les chants d'oiseaux étaient devenus plus bas, plus timides, et en écoutant attentivement, j'entendais clairement une respiration humaine. Rassemblant tout mon courage, je me suis décidé à me prouver que tout ça n'était que mon imagination en me penchant le plus loin que je pouvais sans risquer de tomber. M'accrochant fermement à l'écorce derrière moi, j'ai allongé les bras et regardé en dessous, obtenant une large vue sur les sous-bois, quand soudainement, descends tout de suite, ou c'est moi qui viens te chercher. La voix était si forte que j'ai eu l'impression qu'elle m'avait crié en pleine face. De frayeur, j'ai relâché mon emprise sur le tronc et j'ai basculé de la plateforme. Je n'ai évité la chute qu'en m'agrippant à une branche proche, et pendant une horrible seconde, mes jambes nues sont balancées dans l'air frais. Dès que j'ai pu me hisser sur le tronc, j'ai couru à toute vitesse au sommet du pin tombé, jusqu'à un point que je n'avais jamais atteint jusqu'à là. Je me suis arrêté là, juste en dessous de la cime qui craquait, me pissant dessus, fixant le pied de l'arbre où le bois partait en écharde, m'attendant à tout moment à voir quelqu'un ramper vers moi le long du tronc. Au lieu de ça, je n'entendis que le vent qui sifflait dans les feuilles autour de moi, et parfois quelques chants d'oiseaux. Il a dû s'écouler à peu près 2 heures avant que ma mère ne rentre à la maison et me trouve, après bien des recherches, des tremblements et des cris au sommet de l'arbre tombé. Même si cet incident nous a beaucoup effrayés, ma mère et moi, j'ai assez vite récupéré. Les enfants sont naïfs à se montrer forts. Même si je ne suis plus allé aussi loin qu'avant dans la forêt, et que je n'ai plus jamais, ne serait-ce qu'approché cet arbre mort. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai reçu la corvée d'aller chercher du bois de chauffage dans le cabanon au fond du terrain, juste à l'orée de la forêt, et de le ramener dans la maison. C'était un travail assommant, et j'avais choisi de toujours le faire au crépuscule, quand l'air était plein de moustiques et que le brouillard recouvrait la pelouse. Au moment où je faisais mon dernier aller-retour, je sprintais toujours jusqu'à la maison, effrayé. Une des choses que j'aimais le moins dans ce travail, c'était que la cabane était pleine d'effraie. Si vous avez déjà vu la face d'une effraie, vous devez vous douter comme ce cabanon me mettait mal à l'aise. Lors d'une de ces nuits, le brouillard s'était montré plus épais que jamais. Une épaisse brume argentée recouvrait tout le paysage et limitait mon champ de vision à une petite sphère autour de moi. Même si la cabane n'était pas loin de la maison, je me suis senti complètement désorienté, et j'ai pris la mauvaise direction plus d'une fois. 2 fois droit vers les bois, pour une raison ou une autre. Au moment où j'ai atteint ma route précédente, le brouillard était trop épais pour voir le chemin. L'humidité me piquait les yeux, et ça rendait ma vision floue. En avançant un tâton, j'ai fini par rentrer la tête la première dans un arbre, lâchant tout le bois que je transportais sur mes pieds avec un craquement. Alors que je me baissais pour le récupérer, les pieds tremblants de douleur, j'ai réalisé que la brume était si épaisse que je ne pouvais même pas voir mes genoux. J'ai décidé de foncer à la maison, pensant qu'on avait bien assez de bois pour cette nuit. Cependant, il commençait à faire vraiment sombre, et je n'arrivais plus à trouver mes repères pour savoir quelle direction prendre. Même en faisant quelques pas prudents dans chaque direction, essayant de me figurer où j'étais, je n'arrivais à trouver aucun point de repère. Je n'arrivais même pas à situer la clôture ou le portail, et plus je marchais, plus je rencontrais d'arbres, des aiguilles de pin, et de la boue sous mes pieds, à la place de l'herbe humide. Après un moment, j'ai réalisé que je n'avais même perdu le cabanon. Me maudissant d'être si bête, tandis que j'essayais d'ignorer mon cœur qui battait fort, sentant que quelque chose se jouait, je me suis rendu compte que j'étais perdu quelque part à l'entrée du bois. J'ai crié le plus fort que je pouvais pour que ma mère m'entende, mais j'ai eu pour seule réponse un grand silence venant des profondeurs du brouillard. Je m'étais de toute évidence trop éloigné de la maison pour être entendu. Alors que la panique commença à me prendre, j'ai remarqué quelque chose de rose qui bougeait sur le tronc d'un pin. En m'approchant, j'ai vu que c'était un carré de papier rose déchiré. Il y avait une flèche dessinée dessus et elle pointait à droite. Ça ressemblait vaguement à quelque chose que ma mère aurait pu faire. J'y ai pensé pour éviter que je me perde. Alors bêtement, j'ai suivi la direction donnée par cette flèche verte, tremblant dans l'air qui devenait de plus en plus froid. J'ai continué de marcher pendant 5 ou 10 minutes avant de m'arrêter pour reprendre mon souffle. Mon cœur battait si fort que je commençais à avoir mal. Alors que je m'asseyais, j'ai remarqué que ce qui semblait être une autre feuille flottant sur un tronc non loin. J'ai remarqué que celle-ci était fixée avec un long clou. Elle portait une autre flèche, celle-ci pointant en haut, et une petite note négligemment écrite qui disait « Par ici ». Malgré ma panique qui grandissait, je me suis persuadé que ces notes étaient ma seule chance de regagner la maison avant la tombée de la nuit.
Je désespérais de sortir de cet enfer, et mon front était moite de sueur froide. Alors, j'ai suivi la flèche verte jusqu'à apercevoir de nouveau un faible éclat rose sur une pente avec des grumes effondrées et une litière de feuilles. Il commençait à faire vraiment sombre, et je devais plisser les yeux pour voir ne serait-ce que quelques mètres devant moi. Je suivis les flèches, de moins en moins rassuré sur ma position. Je me suis enfoncé dans les bois, à tâtons dans le brouillard, pour éviter de me prendre un arbre, même si j'avais eu peur que quelque chose que je n'aurais pas vu m'attrape le bras. J'ai atteint la 3e note, dont la flèche pointait encore vers le haut. Elle indiquait une pente de plus en plus raide, que je n'avais jamais vue près de la maison. Un smiley souriant négligemment dessiné au-dessus. À ce moment, j'ai fini par être trop effrayé et je n'ai plus su faire face. Je suis resté là et j'ai commencé à pleurer. Alors que je m'effondrais contre le tronc d'un pin, la pensée m'a traversé l'esprit que je risquais de rester dans cette forêt toute la nuit. Ça s'est insinué en moi, comme une seringue plantée dans mes veines. J'ai cherché autour de moi un autre carré rose. Plissant les yeux, troublé par ces notes, aucune d'entre elles ne semblait abîmée malgré les pluies de la semaine dernière. J'arrivais à les lire de loin, sans problème. Ce que j'ai lu m'a glacé le sang. Je me suis tenu sur mes genoux, totalement silencieuse, tremblante de peur. Mes oreilles étaient sensibles au moindre petit bruit dans le brouillard. Pendant un long moment, je suis resté là, dans cette brume mouvante, lisant et relisant cette horrible note, encore et encore. Quand un craquement de bois quelque part derrière moi m'a fait sprinter quasiment à l'aveugle, des brindilles giflant mes chevilles et mon visage tandis que je courais. Sur la note, écrit en grosses lettres vertes, se trouvait mon nom. J'ai cru courir pendant des heures, avec tout le long la pluie et la brume qui clapotaient sur mon cou, comme un souffle maladif qui courait derrière moi. Je ne sais pas comment, mais j'ai tout de même fini par atteindre la maison. Toutes les lumières étaient éteintes, et je me suis démené pendant un moment pour trouver mes clés. Quand je les ai trouvées, je me suis enfermé à l'intérieur et j'ai rampé jusqu'à mon lit, où je suis resté éveillé jusqu'au matin. Maman avait juste pensé que je rentrerais, et que j'irais me coucher, et n'avait pas pensé à garder les lumières allumées. C'était un miracle, ou bien une étrange coïncidence que j'ai réussi à retrouver à la maison. Ma mère est le seul témoin du dernier incident qu'on ait connu dans cette foutue maison. Jusqu'à là, elle n'avait rien vécu des événements étranges que j'avais connus, même si on était d'accord toutes les deux au sujet de son intérieur oppressant et de sa situation au milieu de ces bois lugubres. Même si je n'ai jamais été très populaire, vivant en pleine campagne à l'opposé de tous les gens de mon école, j'ai noué des amitiés étroites durant ma première année au lycée. Une de mes amies, Amanda, m'avait invité à passer la nuit chez elle, et j'avais accepté. Ma mère m'a conduite chez elle, à peu près 5 km de chez nous. Puis, est reparti à la maison. La nuit s'est bien passée, on a regardé un film d'horreur, mangé de la pizza, et probablement fumé un peu d'herbe. Ma mère était rentrée seule pour écrire un peu, elle travaillait dans un magazine à l'époque. Il devait être à peu près minuit quand j'ai reçu un texto de sa part, tout en lettres capitales. Si c'est une blague, dis-le-moi tout de suite. Pendant qu'elle plaisantait, j'ai répondu « Calme-toi, qu'est-ce qui est une blague ?» Elle a répondu presque immédiatement « Es-tu à la maison ?» Bien sûr, j'ai répondu non, même si j'étais totalement dérouté. Je n'ai reçu aucun autre message avant 3h du matin, quand elle m'a dit de me rendre chez ma grand-mère et de ne tenter par aucun moyen de rentrer à la maison. Je me rappelle de la pluie torrentielle quand j'étais allé chez ma grand-mère. J'étais complètement trempé en arrivant. J'ai dû combattre la tentation de rentrer chez moi et de poser mon sac, mais les textos reçus durant la nuit étaient un avertissement suffisant pour ne pas le faire. Quand je suis arrivé, ma mère et ma grand-mère déjeunaient. Dans un premier temps, maman m'a paru aller comme d'habitude, mais en la regardant mieux, je me suis rendu compte que toutes les couleurs avaient quitté son visage, et elle tremblait légèrement. À un moment, elle a même laissé tomber son verre sur le sol, en reculant de frayeur alors que le chat se frottait contre ses chevilles. Ce n'est que tard le soir, après que ma grand-mère soit endormie, qu'elle m'a raconté ce qui s'était passé. Elle a insisté pour que je ne lui en parle pas, craignant que tout ça ne heurte trop son esprit superstitieux. Elle m'a raconté ce qui s'était passé la nuit où j'étais chez Amanda, avec d'horribles détails. Ma mère était dans le salon au rez-de-chaussée, assise au coin du feu sur le canapé. Les rideaux encadraient une vue sur les cimes au crépuscule, et elle travaillait sur son prochain article. C'était si faible au début qu'elle l'a à peine remarqué, mais au bout d'un moment, ma mère aperçut des petits coups frappés sur la fenêtre, derrière sa tête. En allant voir, elle a vu plusieurs gros papillons bruns d'une espèce qu'on rencontre souvent dans les environs, se cognant contre la vitre. Supposant que c'était la cause des bruits, elle est retournée à son travail, même si elle se sentait un peu déstabilisée. Ce n'est que quand les coups sont devenus de plus en plus forts et secs qu'elle y a fait plus attention et a remarqué que des cailloux étaient jetés sur la fenêtre, venant de l'obscurité du bois. Elle les voyait apparaître dans l'ombre d'un buisson, puis retomber et rebondir sur la vitre. En regardant attentivement, elle pouvait voir des petites fissures là où le verre avait reçu les projectiles les plus lourdes, juste au niveau où sa tête se trouvait quand elle était assise. Un temps captivée, elle a tenté de regarder l'ombre attentivement pour repérer d'où les cailloux étaient lancés. Puis, elle a brusquement reculé, choquée. Elle m'avait vu, debout, dehors, à moitié caché derrière un arbre, tout près de la fenêtre, affichant un large sourire
en la regardant fixement. Mon seul œil visible était grand ouvert, elle en voyait tout le blanc. Elle a étouffé un cri en voyant son propre fille la fixer avec ce sourire. Ça ne bougeait pas, et ne clignait même pas des yeux, mais ça se tenait près d'un des pins les plus proches, loin de là d'où provenaient les cailloux, qui continuaient d'arriver comme une averse assourdissante. Mon visage continuait de lui imposer ce sourire oppressant. Pensant que tout ça n'était qu'une mauvaise blague, tous les textos qu'elle m'envoyait plus tard, ma mère a crié mon nom à s'en époumoner, terrorisée au plus profond d'elle-même. Cependant, au lieu de répondre, la boule de cette chose derrière l'arbre a commencé à bouger comme si elle prononçait des mots silencieusement, et vraiment, vraiment vite. Soudainement, elle a tourné sa tête sur le côté et a paru s'adresser à quelqu'un d'autre derrière l'arbre, que ma mère ne voyait pas. Mais elle pouvait voir une forme noire et imprécise accrochée de l'autre côté de l'arbre. La fille qui me ressemblait continuait à regarder ma mère et à agiter ses lèvres, puis se tournait et parlait à la chose à ses côtés. Puis, elle se tournait de nouveau et recommençait. Enfin, rompant son discours silencieux, elle a soudainement pointé ma mère du doigt et a commencé à rire. Elle a crié et s'est enfuie dans ma chambre au deuxième, la seule chambre dont le loquet fonctionnait, et elle s'est enfermée, s'asseyant sur le bord du lit. Elle écoutait, en larmes, les cailloux s'abattre sur les fenêtres en plus grand nombre. Ma mère m'a dit qu'elle ne se sentait pas en sûreté dans ma chambre, et il y avait une odeur atroce dans l'air et un bourdonnement bizarre dans les murs, d'après sa description. Elle a prié pendant un moment, avant d'abandonner et d'écouter à nouveau les cailloux jetés contre les fenêtres et les murs. Elle avait entendu quelque part dans la cuisine le bruit d'une vitre comprise, et ce bourdonnement bizarre. En écoutant plus attentivement, elle s'est rendue compte que ces sons n'étaient que la nuance la plus grave, la plus basse d'une voix qui marmonnait. Elle a reconnu la voix avec horreur, puis, sans doute trop effrayée pour regarder, elle a incliné la tête vers la porte du placard où on pouvait voir un horrible visage blanc qui l'a fixée, la bouche tordue et béante, qui murmurait à toute vitesse. La porte n'était qu'à 1 mètre de ma mère. Elle a commencé à sourire doucement. Totalement terrorisée, elle s'est jetée sur la porte de la chambre, cherchant le loquet, tandis que les pierres de plus en plus grosses s'écrasaient contre la fenêtre très vite brisée, en une grêle de bouts de verre. Elle a finalement pu sortir, courant hors de la maison sans quitter les bois des yeux. Atteignant finalement la voiture, elle a démarré aussi vite qu'elle a pu. D'après elle, alors qu'elle regardait en arrière, juste en arrivant au bout du long chemin qui menait à la maison, elle avait vu 2 traînettes, formes humaines, dans l'encadrement de ma fenêtre brisée, qui l'observaient tandis qu'elle s'éloignait de la demeure. Ça devait être leur adieu final, vu que ma mère n'est plus jamais revenue là-bas. Alors qu'elle m'a raconté tout ça, elle a fondu en larmes. Je ne doutais pas de ses dires, et aujourd'hui encore, je n'en doute pas. Je crois très honnêtement qu'elle a vraiment vécu ce qu'elle m'a dit cette nuit-là. Il était clair que nous en avions fini de vivre dans cette maison une fois pour toutes. Je ne suis revenu qu'une seule fois, avec mon père que je ne voyais que très rarement. Il a fait le chemin depuis un autre état pour nous aider à déménager. Maman avait déjà trouvé un appartement en ville, et s'y était installée. Mon père et moi, nous nous contentions de charger son camion, avec tout ce qu'on avait laissé sur place. C'était un matin silencieux et ensoleillé ce jour, où nous avons vidé les lieux. Je voudrais bien pouvoir dire qu'il y avait une conclusion, un dernier incident pour finir tout ça en beauté, mais il ne s'est rien passé de spécial. C'était juste un grand soulagement de partir d'ici. Cependant, j'ai encore 2 faits à mentionner. 1. En cherchant dans la maison des traces des intrus, on a vu que plusieurs fenêtres, dont celle de la cuisine et celle de la chambre, avaient été brisées, et que des pierres étaient répandues en grand nombre sur le sol. 2. Papa est allé un peu plus loin dans les bois pour prendre une pause. Quand il est revenu, il m'a demandé depuis quand nous avions une balançoire. Inutile de dire que nous n'avions jamais installé une. Aussi, j'ai été plutôt dérangé de voir qu'une balançoire avait été assemblée durant la semaine où je m'étais absenté, et suspendue à une autre branche d'un vieux pin sur la crête, celui contre lequel s'appuyait la vieille grume où j'avais cessé de grimper il y a des années. La corde semblait neuve, et l'assise en bois était parfaitement polie et poncée. Mon père, qui voulait éviter que les derniers événements me reviennent à l'esprit, il doutait de tout ça et pensait que ma mère était instable, a supposé qu'un de nos voisins l'avait posée là, ignorant le fait qu'elle était sur notre propriété. Évidemment, il savait bien que la maison était totalement isolée et que nous n'avions aucun voisin à moins d'1 kilomètre. Il n'y avait aucune maison dans tout cet espace, et tout le temps que j'ai vécu ici, je n'ai jamais vu la moindre trace d'une autre habitation. Mais j'ai laissé tout ça derrière moi, heureuse de dire bon débarras, alors qu'on s'éloignait une dernière fois des lieux. Pour le plus gros de l'affaire, j'ai pensé qu'il serait mieux d'essayer d'oublier ce qui s'est passé là-bas, même si par moments, je ne peux tout simplement pas. Il s'est passé assez de temps depuis pour que je ne sois plus effrayé à l'idée d'en parler, mais pendant une longue période, je n'ai pas pu. Cet Halloween n'est pas le bon moment pour parler de tout ça. Ma grand-mère a vendu la maison peu de temps après qu'on soit parti, à un jeune couple et leur petit garçon, même si ma mère a insisté pour que les lieux soient vides. Aujourd'hui, elle refuse absolument d'en parler. Je suis moins tendu sur le sujet, même si par moments, je ne peux pas empêcher mon imagination de courir. Tout ce que je peux faire, c'est penser à cette vieille maison, à l'arbre tombé, aux nouveaux occupants, et à la balançoire oscillante doucement
dans le vent près du jeune enfant qui fait ses premiers pas. Encore à l'arrêt. Dans le noir cette fois-ci. D'ordinaire, ça m'énerverait profondément. D'ordinaire, je pesterais, je maudirais la compagnie de transport en commun. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me fait peur. Je crois que je suis le seul à l'avoir remarqué, car les autres sont encore assez agités par la situation. Je ne veux pas générer de panique. Alors je ne dis rien. Je reste calme. J'espère qu'ils ne nous entendront pas. Je n'ai jamais aimé prendre ce métro. D'ordinaire, j'apprécie les transports en commun. On respecte la planète, et trouver son itinéraire a toujours été à mes yeux un jeu de piste plutôt qu'une corvée. Mais ce métro, je ne l'aimais pas. Il n'était pas accueillant. Des rames anciennes se mêlaient à des rames beaucoup plus récentes, et bien évidemment, celles que je prenais étaient en général anciennes. Cela signifiait qu'elles étaient sales, inconfortables et avec peu de place assise. La luminosité y était faible, car les néons étaient toujours encrassés. L'odeur y était assez désagréable. Voyager dans ce genre de métro n'est donc absolument pas confortable. C'est angoissant même. Et on est vite pressé d'en sortir. Étonnamment, je n'avais pas de mal à dormir dans les transports en commun, quels qu'ils soient. J'ai toujours eu des problèmes de sommeil, et dès que l'occasion se présente, je fais un petit somme. Ce métro, bien que peu attrayant, n'y faisait pas exception. J'y dormais de précieuses minutes supplémentaires qui me permettraient de tenir 8 heures derrière mon bureau sans somnoler. Au début, je pouvais dormir d'une traite, mais plus maintenant. Dès que les problèmes ont commencé à apparaître plus précisément. Si seulement j'avais prêté plus d'attention, peut-être que la situation serait différente à présent. Le métro avait de nombreux soucis de retard et marquait de longues pauses aux stations, mais les accélérations et les freinages ne m'empêchaient pas pour autant de dormir. À l'exception des fois où le train s'interrompait net. Le freinage extrêmement brutal dans ces situations envoyait les voyageurs debout au sol et projetait ceux qui étaient assis les uns contre les autres. Le métro restait là, au milieu de nulle part, pendant quelques secondes à quelques minutes, parfois plus, puis repartait lentement, anormalement lentement même, jusqu'à la prochaine station. Ça se produisait assez peu au début, c'était même très exceptionnel, mais ça a commencé à arriver de plus en plus. Les gens ne s'en tenaient même plus. Tout le monde avait pris l'habitude de s'accrocher fermement, et tous poursuivaient leurs activités sans même poser de questions, y compris moi. Quand je n'avais rien à lire, j'attendais juste le sommeil en regardant dehors. Bien sûr, il n'y avait rien à voir à part un tunnel qui défilait. Sauf ce soir-là. Je somnolais dans le métro quand un nouvel arrêt brusque s'est produit. En ouvrant les yeux pour regarder ce qui se passait, je me suis figé. Il y avait une silhouette humaine contre la paroi du tunnel. Si je n'avais pas eu la tête collée contre la fenêtre, je ne l'aurais pas vue. Et je n'ai pas osé bouger, ni même regarder ailleurs. Impossible de voir clairement qui était sur les rails. Ma stupéfaction passée et mon rationnel revenu au galop, j'ai conclu qu'il devait s'agir d'un employé de la compagnie, descendu pour vérifier quelque chose pendant notre arrêt. Le métro a fini par repartir, mais j'aurais juré qu'au moment du départ, la silhouette était toujours là. Un autre soir, le métro s'est de nouveau arrêté brusquement, et beaucoup plus violemment que d'habitude, au point que tous, sans exception, avaient été projetés en avant, comme si le métro était rentré dans un mur. On était à ce moment-là dans une zone d'aiguillage. Les parois du tunnel étaient donc très éloignées et l'on pouvait voir plusieurs voies éclairées de chaque côté. Je regardais autour de moi, et je l'ai vue à nouveau. Une silhouette qui se détachait devant le néon de la paroi. Elle paraissait humaine, mais semblait mal se tenir. S'il s'agissait d'un ouvrier, il était en train d'observer quelque chose. Il ne bougeait pas, et avait la tête penchée sur le côté. Tous les autres usagers n'avaient rien remarqué, plongés dans leur téléphone. Puis la silhouette, très maigre, s'est éloignée de la lumière. Alors qu'elle se fondait dans l'obscurité, un détail a attiré mon attention. Une autre lumière sur la paroi venait de s'éteindre. J'ai tourné mon regard vers sa position approximative, et un instant plus tard, elle était de retour. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle ne s'était pas vraiment éteinte, mais que quelque chose était passé devant, masquant la lumière. Et ça ne pouvait pas être la première silhouette que j'avais vue. D'ailleurs, à bien y regarder, je pouvais les voir se déplacer toutes les deux, distinctement. Elles semblaient errer, sans trop savoir où aller. Et si ce n'étaient pas des ouvriers? Ils n'avaient ni équipement, ni lumière. Que faisaient-ils? Pouvait-il s'agir de squatteurs? Le métro a commencé à repartir, mais je ne pouvais pas détacher mon regard des deux corps que je voyais. Alors que le train avançait, lentement, mes yeux sont écarquillés. Et il n'y avait pas que 2 silhouettes. Il y en avait plus. Peut-être 5 pour ce que je pouvais en voir. Arrivé à la station suivante, on nous a demandé de quitter le métro et de prendre la rame suivante.
Nous l'avons entendu pendant plus de 30 minutes ce jour-là. Pendant ce délai, je ne pouvais détacher mes yeux du trou béant que formait le tunnel, dont nous venions de sortir, m'attendant à tout instant à voir quelque chose à en sortir. J'ai même tenté de passer ma tête par-dessus les rails pour voir où était le prochain métro. Dans ces ténèbres, je ne distinguais plus rien. Les incidents et les métros arrêtés se multipliaient de plus en plus. J'essayais de ne plus regarder en dehors, car ce que j'y voyais me laissait généralement des images que je ne pouvais me sortir de la tête. J'avais presque fini par m'habituer à cette situation, et mon dégoût généralisé du métro s'était combiné à ma peur de ce qui se trouvait dans les tunnels. D'autres événements se sont produits, qui ne semblaient pas liés à tout ceci au début. Un matin, j'ai entendu aux informations qu'une grande station ne serait dorénavant plus desservie jusqu'à nouvel ordre. La raison était que les abords de ces stations, proches d'une gare, étaient malfamés. Des cas de maladies graves y avaient également été recensés. La station, au départ seulement évitée par les transports, a finalement été fermée pour cause de mise en quarantaine. Les images qu'on pouvait voir à la télévision étaient dérangeantes et semblaient venir d'un autre pays. Les silhouettes de secouristes, médecins, bénévoles et mitouflés dans des combinaisons arrivaient sur les lieux avec beaucoup de matériel. De quoi vacciner et soigner un maximum de personnes pour que la situation revienne à la normale. Puis les nouvelles sont allées de plus en plus mal. Des corps avaient été retrouvés près de la station fermée. Morts, probablement de faim. Mais certains présentaient des traces de morsure. Un matin, sans surprise, le métro avait de nouveau beaucoup de retard. La station à laquelle je l'attendais était très proche de la suivante, si bien qu'on pouvait la voir de là où je me trouvais. J'ai donc jeté un coup d'œil, car le panneau d'affichage électronique semblait indiquer que le métro était bloqué juste avant. Et en effet, j'apercevais ses phares, mais par intermittence. Quelque chose semblait danser devant, éteignant les phares de droite et de gauche alternativement. Au bout de quelques secondes, j'ai compris ce que je regardais. Une silhouette. Encore une autre. Debout. Elle semblait aller vers le métro, mais elle s'est arrêtée avant de pénétrer dans la lumière de l'autre station. Comment se faisait-il que personne ne voyait cette chose ? Je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais rien faire. J'étais figé. Soudainement, la lumière de 2 phares était réapparue, et le métro s'est enfin avancé jusqu'à ma station. Machinalement, sans me poser plus de questions, je suis monté à bord. L'odeur y était toujours aussi dérangeante. Mais j'avais un mauvais pressentiment, qui n'a pas tardé à se révéler fondé. Peu de temps après son départ, il y a eu un freinage plus brusque que tout ce que j'avais connu jusqu'à ce jour-là, projetant au sol les usagers qui n'avaient pas eu le temps de s'asseoir. Après plusieurs minutes à l'arrêt, la lumière s'est éteinte. Personne n'a réagi, à peine quelques grognements chez ceux qui lisaient. Je me suis renfoncé dans mon siège, je savais très bien ce qui rôdait dehors. Je savais que ça se déplaçait. Mais tout était silencieux. On n'entendait rien dans la rame. Le conducteur a tenté de faire une annonce, mais son micro ne portait plus. Il a dû sortir de sa cabine et crier pour que tout le monde l'entende. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'arrêt pour une durée indéterminée. Nous subissons manifestement une coupure de courant généralisée. Merci de ne pas tenter de sortir du véhicule. Les techniciens devraient être en route bientôt, mais je ne suis pas en mesure de les contacter sans électricité. D'ici là, merci de garder votre calme et au nom de la compagnie, veuillez accepter nos excuses pour ce désagrément. Puis, il est retourné dans sa cabine. C'est là que je l'ai remarqué que je n'avais plus de réseau. C'était probablement la raison pour laquelle il ne pouvait joindre personne. Il n'avait ni courant pour la radio, ni réseau pour le téléphone. Mais ce qui m'effrayait le plus, c'était l'idée que les choses puissent l'avoir entendu parler. J'ai tenté de jeter un coup d'œil à l'extérieur. Je ne voyais aucun néon allumé. Mais des halos lumineux réguliers semblaient indiquer que les choses se trouvaient devant. Un frisson glacé me parcourut le dos. Étaient-ils intelligents au point de cacher la lumière avec leur corps ? Ou étaient-ils si nombreux qu'ils découvraient toutes ? Je n'osais pas parler. Si quelqu'un avait remarqué quelque chose, ce serait la panique et nous serions perdus. Puis tout le monde a sursauté simultanément. Un grand bruit venait de se faire entendre. Un bruit métallique qui s'est reproduit quelques secondes après. Comme une porte en métal qui claquait. Puis des pas. Des pas sur du béton. Des pas cadencés, avançant en rythme régulier. Le conducteur était sorti de sa cabine et avait ouvert une fenêtre pour crier quelque chose. « Ah, vous êtes enfin là, je n'y comprends rien. C'est comme si tout avait été coupé. J'espère que vous avez pris le... » Il n'a pas pu finir sa phrase. Et bientôt, il a commencé à hurler. Soudainement, des dizaines de lumières sont apparues dans la rame, autant d'applications lampe torche de téléphone qui s'allumaient en même temps. La scène que ces lumières révélaient était monstrueuse. Le chauffeur était tenu à la gorge parce qu'il semblait être une main décharnée. Sa tête était tirée à l'extérieur du métro, tandis qu'il se débattait pour rester à l'intérieur. Tout le monde s'est mis à hurler, et les lumières de leur téléphone se sont mises à se déplacer dans le métro. Et là j'ai cru m'évanouir. À chaque fenêtre se trouvaient de multiples visages. Des visages au regard vide, émaciés, troués par endroits et révélant les os dessous.
Certains tentaient de mordre les vitres avec ce qu'il leur restait de dentition. D'autres jetaient ce qu'il leur restait de mains pour s'agripper et tentaient de casser les vitres, probablement énervés par les lumières qui dansaient sur leur peau pourrie et suintante. Un craquement s'est fait entendre et les hurlements du chauffeur ont brutalement cessé. Son corps venait de retomber dans le métro, sans sa tête. D'autres hurlements se faisaient entendre, tandis que les deux agents sortis par un mur du tunnel se faisaient visiblement dévorer, à entendre les bruits horribles de mastication, de chair gorgée de sang pressée par les mâchoires sans dents, de membres arrachés par des centaines de créatures affamées. Mais j'avais plus urgent à gérer. Je voyais de nombreux bras moisis émerger de la fenêtre, laissée entrouverte par le conducteur. J'étais pétrifié d'horreur. Je savais que c'était la fin, que nous allions tous être dévorés par ces monstrueuses créatures. Au même moment, un crissement s'est fait entendre. De longs doigts fins, gris, marbrés, tentaient de passer par l'embrasure des portes du métro. Comme celui-ci était bondé, des usagers très proches des portes ont essayé de reculer, horrifiés, alors que la fente de l'ouverture commençait à révéler un œil blanc, vide de toute vie. Puis, nous avons été projetés au sol. Le métro repartait. Par quel miracle? Impossible à dire. Il a été très rapidement accéléré, rejetant autour de lui ces terribles créatures. Personne ne bougeait. Tout le monde au sol avait les yeux fermés. Quand tout est redevenu silencieux, j'ai entrouvert les yeux. La lumière était revenue. Nous étions arrivés à la station suivante. Tout le monde s'est rué vers l'extérieur en hurlant. Aucun d'entre eux n'a pensé à vérifier qu'il ne restait aucune créature accrochée au métro. Mais comme personne semblait stoppé par quelque chose, j'ai fini moi aussi par sortir. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le métro suivant était arrivé à toute allure et avait poussé notre rame jusqu'à la station suivante. Son conducteur n'a pas tardé à sortir, salement amoché, et s'est effondré sur le sol. Tous avaient fui la station, mais j'étais figé par le choc. Assis sur le sol, je regardais au loin les images traumatisantes de ce qui venait de se passer défilant devant mes yeux. Après quelques instants, en prenant progressivement conscience que j'avais été sauvé et que tout était fini, mon cœur a manqué un battement. Là, à la sortie du tunnel, une main décharnée se tenait contre le mur, et deux yeux blancs me fixaient dans l'obscurité. Le temps de cligner des yeux et comprendre ce que j'étais en train de voir. La main et les yeux ont disparu. Je sais que les compagnies de transport et les gouvernements feront tout pour étouffer l'affaire. Mais je ne pouvais pas garder une telle chose pour moi. Mais si jamais vous deviez vous aussi prendre le métro, dans n'importe quelle ville, et qu'il s'arrête brusquement, surtout, ne bougez pas. Ne faites aucun bruit. Et priez pour que la lumière reste allumée. Je ne dirais pas que c'était instantané. J'ai toujours été plus ouvert aux pensées dépravées que le cerveau t'oblige à penser quand tu es seul. Le genre de pensée qui rentre dans ta conscience de nulle part, comme si un fou les avait plantées là, avec un grand sourire et un plaisir sadique. Je les ai toujours bien accueillis. Tu peux rejeter la faute sur mon enfance ou mon éducation, mais ça ne mènerait en aucun cas près de ce qui pourrait ressembler à une conclusion solide. Peut-être que c'était un mélange des choses. Je m'attarde sur ces pensées de temps en temps. Quand les nuits sont trop calmes, je me retrouve secoué par mon passé, qui se fraye un chemin dans mon présent. Comme une ombre égoïste attendant que je succombe à nouveau à ma morosité. Je me souviens de la première fois où j'ai été coupé. Le plaisir que ça m'a procuré, comme un essaim d'extase engloutissant ma tête, la laissant dans un bonheur catatonique. Amy Pickford. Elle m'a tranché avec une règle brisée, après que je l'ai taquiné sur sa prise de poids soudaine d'une semaine de vacances à Cancun. Je n'ai pas laissé échapper un cri, juste un long gémissement, suivi d'un mouvement accroupi vers l'avant pour cacher mon érection. Les autres enfants ont rigolé et se sont moqués tandis que le sang coulait lentement de ma cuisse. Ça a juste rendu les choses encore plus érotiques pour moi. À partir de ce moment, Internet est mon obsession de fin de soirée. Avant que je le sache, mes actions étaient en avance sur toute pensée globale, et c'est comme ça que je suis devenu accro à n'importe quel site pervers auquel vous pourriez penser. Ça m'énerve quand les sites téléchargent des scènes de films, bien sûr. Je pouvais toujours deviner quand c'était faux. Je regardais profondément dans les pupilles des victimes, et je voyais leur vision du monde se briser devant leurs propres yeux. C'est là que j'ai su que c'était réel. Savoir juste avant qu'ils disparaissent qu'ils n'ont pas vu un dieu ou une lumière, pas de sauveur. Seulement un aperçu de ce qu'ils supposent être des réalisations qui équivaudraient à quelques monnaies spirituelles dans ce qu'on appelle l'au-delà. Voir l'espoir vide dans leurs yeux, éternellement abattus, c'est ce qui m'a le plus dégoûté. J'ai continué à faire ça pendant des années. J'ai fait un excellent travail en le cachant, pendant tout ce temps. Il y a eu quelques fois où je l'ai échappé belle, bien sûr. Mon père se demandait ce qu'était un snuff movie, ma mère se demandait pourquoi il y avait des lames de rasoir à côté de mon lit. Mais ces interrogations étaient facilement explicables avec des explications crédibles, et mes parents étaient très naïfs. À ce stade, j'étais un jeune homme de 19 ans à l'université,
Je travaillais en tant que cuisinier au McDonald's, ce qui n'était pas extraordinaire. Parfois, je fantasmais sur le fait d'insérer ma main dans les friteuses ou griller ma bite sur les grilles. Quand la douleur est la seule chose qui peut te soulager, tu es à l'abri des soi-disant difficultés de la vie. Les patrons méchants deviennent des fantasmes pleinement réalisés et les épouses méchantes deviennent des femmes de rêve. Mes goûts sont devenus plus dépravés et mon humeur s'est aigrie de jour en jour. À l'image des cicatrices qui étaient sur mes jambes et mes bras depuis mes 12 ans, les désirs moins nocifs avaient commencé à s'estomper. Le désespoir a frappé. J'ai commencé à parcourir les chatrooms à la recherche de quiconque pouvant me torturer de la manière dont j'avais besoin. C'est alors que je le trouvai par un chaud dimanche après-midi, Thomas Belston. Je n'étais pas sûr que c'était son vrai nom ou un pseudo. Je savais qu'il était probablement un sale type, mais il était un membre très dévoué du forum sur lequel j'étais tombé. Peut-être même un administrateur. Il a attiré mon attention avec un des posts disant qu'il était mort 15 fois, et revenu, déclarant que c'était la plus grande forme de plaisir et qu'il a été touché par un nouveau dieu. J'ai grandi en étant habitué à ce genre de post, bien sûr, mais il y avait quelque chose qui m'avait attiré. Je lui ai envoyé un message lui demandant simplement s'il pouvait saluer mes grands-parents la prochaine fois qu'il serait tué par son homme. Il a répondu avec un emoji souriant, et un lien menant à une vidéo qui durait 5 minutes. Même si j'étais prudent, j'ai commencé à la regarder. J'ai vu des images de vidéosurveillance de lui ligoté à un radiateur entièrement nu, faisant un clin d'œil sournois à l'image déformée, avec un regard béat constant dans les yeux. Un homme ne portant rien de plus qu'un sweat à capuche noire et un masque de ski blanc s'approcha de lui rapidement et le poignarda 3 fois dans la nuque, 2 fois dans l'estomac. L'image a bloqué un peu, bloquant la vue du spectacle. Bien que le son aigu du cri à glacer le sang m'a percé les oreilles, l'expérience était inoubliable. Le plaisir a traversé mon corps, engourdissant complètement mes membres. J'ai haleté comme un chien, en hypothermie, se démenant pour avoir un peu d'air. Il est resté allongé comme ça le reste de la vidéo, ses entrailles sortant lentement de son ventre couvert de sang. Les sons qu'il faisait en s'étouffant lentement avec son sang, coulant maintenant de son cou, comme un robinet cassé, suffisaient à me soulager. Je savais que j'en avais pas vu. Je savais que j'en avais pas vu assez. J'avais besoin de plus. J'ai demandé qui était l'homme, ce à quoi il a répondu que c'était lui qui a joué dans la vidéo, qu'il était en bonne santé et qu'il avait un train de vie d'un playboy millionnaire. J'ai ricané et demandé une deuxième partie. Il m'a envoyé la prochaine vidéo instantanément, alors que je regardais avec incrédulité. Il a commencé en insérant lentement son petit intestin de nouveau dans son abdomen déchiré, assemblant les pièces de l'intestin comme un automate démonté. Son expression faciale était calme, tandis que son corps a doucement commencé à sceller toutes ses plaies ouvertes. Après quelques minutes à faire cela, le sourire suffisant est revenu, tandis qu'il regardait fixement la caméra en faisant un clin d'œil. En fermant la vidéo, j'ai réalisé qu'il avait envoyé beaucoup plus de messages, demandant si j'aimerais le rencontrer et le tuer. Enragé par son membre palpitant dans la vidéo, il a apprécié la douleur et la violence de la même manière que moi. J'ai accepté de le rencontrer dans un lieu divulgué, même si l'idée de me faire torturer par un étranger en ligne me donnait déjà des frissons d'excitation. À la gare, midi. J'ai attendu impatiemment, sentant l'urine séchée et l'essence qui avait imprégné la gare pendant des années. Je ne savais pas quoi attendre de cet homme, tout comme je m'attendais pas à ce qu'il vienne. J'ai grandi en étant habitué à ces visites qui ne mènent nulle part. Généralement un type soumis qui venait d'un pays étranger. Certains prétendaient avoir des tendances cannibales, mais ceux-ci sont toujours avérés être des mensonges fabriqués. Des personnes vivant leur fantasme hollywoodien d'imiter un gars comme Hannibal Lecter. J'ai attendu 15 minutes de plus, et avec un long soupir, commencé à marcher vers la sortie de la gare. Pendant que j'attendais à l'entrée, j'ai senti une respiration froide sur ma nuque, et un coup sur mon manteau. Je me suis tourné, et je l'ai vu. Il portait un trench lilas très usé, et noirci au bout des poignets comme un torchon brûlé. Un t-shirt blanc, taché avec un slogan « Jésus sauve », imprimé en gros caractères noirs. Les yeux sont agrandis, une expression faciale folle, pupilles entièrement dilatées, avec des tourbillons de veines rouges, se fermant autour du blanc des yeux. Je savais que c'était lui. Nos conversations étaient courtes, mais concises. Il avait une boîte en carton remplie de tubes et câblages métalliques. J'ai demandé ce que c'était, ce à quoi il n'a pas donné de réponse autre que « C'est un cadeau spécial ». Tandis que nous arrivions plus près de chez moi, sa puanteur devenait presque insupportable, comme une vieille huile de brûlure, comme une vieille huile de friture mélangée à de l'eau de vidange. Je me sentais perplexe par son titre de playboy millionnaire, mais restant amusé par l'idée qu'il me laisse le torturer, ou même mieux, le laisser me torturer. La maison était vacante, mon père et ma mère avaient des jobs idylliques, et revenaient tard le soir vers 18h, ce qui me laissait beaucoup de temps. J'ai rendu l'endroit impeccable, avec du matériel de nettoyage soigneusement placé près de la bibliothèque, anticipant cette journée. Tout type de lingettes et crème antiseptique était soigneusement préparé et organisé.
Tandis que nous approchons de la chambre d'amis, recouverte d'emballages plastiques sur les murs et le sol, Thomas sourit. Il posa la boîte en carton par terre, enleva doucement son manteau et me regarda. Sans dire un mot, j'avais compris qu'elle avait besoin de temps pour se préparer. Donc j'ai quitté la chambre et attendu en bas avec impatience. Et j'ai oublié de dire à Thomas que mes parents pouvaient arriver à n'importe quel moment, mais la pensée de Thomas jetant simplement du faux sang sur la chambre, en plastique, m'a fait me sentir moins anxieux. J'étais presque certain que cet homme n'était pas légitime. À ce stade, j'attendais depuis 4 heures. J'ai impatiemment commencé à crier depuis le salon, mais Thomas n'a pas répondu. Soudain, j'ai entendu un halètement étouffé, suivi d'un faible cri. Je suis devenu dur instantanément et me suis rassis. Profiter des merveilleux souvenants d'en haut m'a fait perdre la notion du temps. Thomas m'a au moins offert un moment de bonheur momentané parce que tout ce qu'il faisait en haut était pour moi réel, car je pouvais facilement déchiffrer un faux cri d'un vrai. Soudainement, j'ai entendu un gargouille cybernétique inhumain qui a rapidement conduit à ce qui ressemblait à une puanteur de fer défectueux. J'ai rapidement couru à l'étage, ouvert la porte de la chambre d'amis, et j'ai alors vu. Ma bouche était béante alors que je sentais un engourdissement soudain envahir mon corps. Thomas était là. J'ai regardé les pistons métalliques gris dans son torse, le sang giglant à chaque pompe. Il a respiré à travers une grande pompe à air en plastique placée au-dessus de sa tête, provenant à peine à respirer à travers le gargouillement et le sang étouffant sa tranchée. Les câblages s'étaient coincés dans son crâne maintenant connecté à un ordinateur portable du coin de la pièce, projetant des textes d'origine inconnue en flash rapide, presque hypnotique. Ses membres complètement détachés de son abdomen, maintenant semblaient bioniques, avec de la chair palpitant autour d'un tas de ferrailles cybernétiques qui l'entouraient. Son sang coulait et jaillissait autour d'un récipient en fer blanc qui contenait ses jambes et son phallus détaché, immergé dans le mélange qui fut maintenant parmi les restes de l'enfer électronique. Son pénis éjaculait constamment du sang et de l'épaisse gicle de sperme. Une grande tige de bronze a remplacé sa colonne vertébrale, sa chair se tendait et tremblait autour d'elle. Son visage était maintenant à peine reconnaissable, trempé de sang et de métal. Je pouvais quand même déceler un léger sourire narquois sur son visage. Ses yeux blanchirent comme 2 pastilles de marbre, translucides, tandis qu'il chuchotait quelque chose à propos d'une seconde venue. Je suis resté là à digérer lentement ce que je voyais, mais à chaque fois que je me rapprochais de la compréhension, je voyais quelque chose au-delà d'une quelconque explication rationnelle. Je ne pouvais pas vomir, je ne pouvais pas parler. J'ai fermé la porte et j'ai grimpé à l'étage. J'ai allumé le gaz dans la maison, sans même penser à mes biens matériels, ou les moments heureux que cette maison a un jour contenus. Mon esprit est devenu préoccupé avec ce que j'avais vu. Sans même y penser, après 1 heure d'attente dehors, que la maison se remplisse éventuellement de gaz, j'ai allumé une allumette et l'ai jetée à l'intérieur. La maison était en flammes. Je me suis détourné pour entendre des sons étouffés de plaisir. Thomas plaidait pour plus de douleur tandis qu'il brûlait lentement sous les flammes. La vue d'épaisses rafales d'ombre embellissant la maison me faisait ressentir une émotion encore inconnue pour moi. La police et les pompiers sont arrivés, ils ont posé les questions habituelles, j'ai dit que j'étais parti faire les courses et que j'avais oublié d'éteindre le gaz. Ils ont eu l'air de croire mon mensonge inventé vite fait, tout en essayant d'éteindre les flammes du feu qui faisaient rage. Après ça, ma famille et moi sommes restés dans un hôtel qui appartenait à ma tante, une femme discrète, avec d'excellents talents culinaires. Quelque chose a changé en moi cette nuit. L'idée de normalité ne me donnait plus envie de me tuer. Je me sentais en paix avec le style de vie qui était éloigné de mon ancienne nature dépravée. On n'a jamais parlé de l'incendie. Aucun corps n'a été trouvé sur place. Thomas n'a jamais été retrouvé. Tout ce qui restait était les restes de l'ordinateur portable brûlé. Apparemment, un officier l'a ouvert et allumé une fois. Tout ce qu'il a trouvé était une page internet noire avec ces mots. Il s'est levé. Noire, froide et sinistre. Ce sont les seuls mots qui me viennent en tête pour décrire la maison dans laquelle j'ai vécu avec ma famille durant la majorité de ma vie. Principalement noire, quasiment glaciale pendant l'hiver et toujours sinistre. Parfois, il y avait aussi des bruits étranges qui venaient de la cave. Ces bruits me faisaient souvent frissonner, mais jamais je ne l'aurais avoué à ma mère. J'ai pensé que j'étais trop vieux pour laisser ces bruits idiots m'effrayer. Depuis que mon père était parti, lorsque j'avais 7 ans, j'essayais d'être l'homme de la maison. J'avais toujours espéré ne jamais devenir comme mon père, envers qui je ressentais une profonde haine. En ce qui le concerne, je suppose que je vais en rester là. J'ai vécu dans la maison avec ma mère, Linda, et mon oncle Kevin, sur une vaste parcelle de terre dans l'Indiana. La ville où je vivais, Steinen, était située au milieu de nulle part. Personne n'aimait vivre ici. Je n'avais aucun ami, car j'étais scolarisé à la maison, et je n'avais jamais vu un autre enfant de mon âge à Steinen, car nous ne quittions quasiment jamais la maison, à part quand ma mère devait aller faire les courses en ville. Néanmoins, j'ai toujours été très proche de mon oncle Kevin. Quand j'étais petit, il me racontait des histoires de fantômes avant que je m'endorme, ce que ma mère détestait. « Arrête, Kev, tu vas lui donner des cauchemars. » Elle pétait un câble. Oh,
J'ai eu des cauchemars bien sûr, et parfois il semblait que les cauchemars refusaient de s'arrêter. Ils se glissaient au fond de mon esprit, comme une araignée qui tisserait sa toile. L'histoire qu'il me racontait le plus souvent parlait d'un monstre au corps tordu et aux yeux noirs. Si on en croit la légende, c'est comme ça que l'appelle oncle Kevin, même si je sais qu'il l'a inventé lui-même. Le monstre vient dans votre chambre si vous êtes éveillé, après l'heure du coucher, et se cache dans votre placard, vous regardant toute la nuit. Bien sûr, c'était juste une petite histoire idiote que m'a racontée pour que je ne m'endorme pas trop tard. Toutefois, je ne peux pas vous dire combien de fois cette horrible créature s'est immiscée dans mon esprit au cours des années. En cette nuit particulière, j'ai décidé de me coucher tôt dans une tentative de faire disparaître un violent mal de tête. Je me suis allongé sur mon lit glacial et je me suis glissé sur les couvertures, cachant mon visage de tout ce qui aurait pu se cacher à l'intérieur de ma tête. Après avoir posé mes lunettes sur ma table de chevet à côté de mon lit, j'ai éteint la lumière. L'obscurité me rendait vivant, d'une manière très étrange, presque comme si j'étais fasciné par le néant. Tandis que je regardais autour de moi, ne voyant quasiment rien par l'obscurité totale qui m'entourait, je me sentais fasciné, comme si quelque chose me forçait à regarder. Bien sûr, il n'y avait rien à voir. Du moins, pas avec les yeux. C'était quelque chose dont tu ne pouvais qu'être témoin dans les couloirs les plus profonds de ton esprit. La partie de ton esprit que tu redoutes toujours de visiter et ne semble jamais en revenir. De nulle part, j'ai commencé à entendre des grattements, sur la fenêtre, au-dessus de mon lit. Mes yeux sont immédiatement ouverts et j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir les fermer. C'est quoi ce bordel, je me suis demandé. Rien. Bien sûr que ce n'était rien. Il ne pouvait pas y avoir quelque chose, c'est juste mon esprit qui me joue des tours dans l'obscurité. Rien d'effrayant. Mais dans un moment de curiosité enfantine, j'ai décidé de regarder par la fenêtre pour être sûr que je n'entendais rien de plus qu'une branche d'arbre frapper contre le verre. Mais ensuite, la réalité m'a frappé. Il n'y avait pas d'arbre à côté de ma fenêtre. J'ai décidé qu'il était mieux d'oublier cela pour la nuit et d'y repenser plus en profondeur demain matin. Tout ça était probablement dans ma tête. Ça devait l'être. J'ai trouvé qu'il était inhabituellement difficile de m'endormir cette nuit-là, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de me maintenir éveillé. Je me suis réveillé le lendemain matin, avec ce son encore ancré dans mon cerveau. Ça devait bien venir de quelque part. Mais d'où, merde? J'en avais aucune idée. Mais ensuite, je me suis souvenu. Là, la cave. J'ai accumulé autant de courage que possible et me suis lentement glissé dans l'abîme. Je n'y étais pas descendu depuis 1 an, peut-être plus. J'avais presque oublié à quoi ça ressemblait. Il n'y avait rien à part des nuages de toiles d'araignée et des piles de cartons empilés contre les murs. Je me suis frayé un chemin entre les cartons jusqu'à ce que je tombe sur un dessin que j'avais fait quand j'étais petit. C'était un dessin d'une créature grotesque, qui n'était certainement pas humaine. Cette chose n'avait quasiment pas de visage, juste des yeux noirs et pas de bouche. Son corps était grand et mince, et était contorsionné dans une forme que je n'avais jamais vue auparavant. Plus je regardais le dessin, plus je me rappelais cette histoire que mon oncle me racontait. Il semblait pleuvoir au-dessus de la créature, et vers le bas de la feuille, j'avais griffonné « Reste éveillé, s'il te plaît », en grandes lettres. Je ne savais pas ce que c'était censé signifier, mais j'ai plié le papier et l'ai mis dans ma poche. J'ai rapidement remonté les escaliers et suis allé dans la cuisine, et j'ai fait ma journée comme d'habitude, gardant ce dessin en tête, essayant de me rappeler ce qu'il signifiait et pourquoi je l'avais dessiné. En regardant dehors, j'ai remarqué qu'il pleuvait. Je ne voulais plus penser à cette créature, alors je suis entré dans ma chambre, faiblement éclairée, et suis tombé de fatigue sur mon lit. Je me suis endormi, avant même de le savoir. À mon réveil, il était exactement 3 heures du matin. Cette nuit était plus froide et plus sombre que d'habitude. La ferme était trempée de la pluie qui était tombée plus tôt dans la soirée. La lune était pleine et radieuse, ça avait presque l'air irréel. Pendant un instant, j'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre de ma chambre, et je peux jurer que j'ai vu quelque chose marcher rapidement à travers la cour. Quand ça m'a repéré, ça s'est faufilé derrière un arbre, comme si ça essayait de se cacher. Ça ressemblait exactement à ce que j'avais dessiné quand j'étais enfant. J'ai couru dans la chambre de mon oncle Kevin, et ai commencé à le secouer pour qu'il se réveille. « Kevin, Kevin !» Il émergea de son sommeil en se frottant les yeux. « Quoi de neuf, mon pote? Il est tard. » Il demanda, abasourdi par mon excitation. Je l'ai regardé dans les yeux et répondu doucement. « J'ai vu quelqu'un dans la cour. » Kevin me regarda, hésitant. « Non, c'est probablement juste un animal. Retourne dans ton lit. » Je sais ce que j'ai vu. Ce n'était pas un animal, ou du moins, pas un que j'avais vu auparavant. Même pas dans mes pires cauchemars. Je savais que je ne pouvais pas lui dire exactement ce que j'avais vu. Il ne m'aurait jamais cru. « Non, Kevin, ce n'était pas un animal, s'il te plaît. C'était un homme. Je veux dire, je crois. Regarde, s'il te plaît. Va dehors et vérifie. » Oncle Kevin bondit et attrapa son pistolet en dessous du lit. « D'accord, viens. Montre-moi où il est. »
Et sûr de ne pas réveiller ta mère, je vais faire peur à ce connard. Nous sommes allés à l'extérieur, et j'ai pointé l'arbre du doigt. J'ai chuchoté à Kevin, je l'ai vu aller derrière cet arbre. Mon oncle a courageusement marché jusqu'à l'arbre et a regardé autour. Rien. Il a fouillé entièrement la ferme pendant plus d'une demi-heure, mais il n'y avait rien trouvé. Allez, rentrons, il n'y a personne ici. Garde les portes fermées ce soir. Il avait tort. Je savais qu'il y avait quelque chose dehors. Je suis allé me recoucher dans mon lit, et j'ai jeté les couvertures sur mon visage. Je pouvais entendre le vent qui venait de l'extérieur. Ça perçait mes oreilles avec un sifflement que je pensais que seuls les chiens pouvaient détecter. Soudainement, j'ai entendu un tapement sur ma fenêtre. À chaque tapement, le son devenait plus fort. J'ai serré les couvertures autour de mon corps. Les tapements se sont lentement transformés en coups. Les coups sont devenus plus forts et plus rapides. Les coups se sont transformés en détonations. J'ai pensé que le verre allait se briser. Ensuite, ça s'est arrêté. Plus de tapements, plus de coups, plus de détonations. Plus de vent. J'étais soulagé. Soudain, j'ai entendu une voix faible et glaciale dans mon oreille. « S'il te plaît, reste réveillé. » Ça ne pouvait pas être ça. Non, ça ne pouvait pas l'être. J'ai couru dans le couloir, prêt à aller jusqu'à la chambre de ma mère, quand je l'ai vue. Peu importe ce que c'était, je ne le sais toujours pas. Ça tenait le corps sans vie de Kevin dans ses bras. Gravé profondément dans le torse de mon oncle, étaient inscrits les mots « Reste éveillé, s'il te plaît ». J'ai essayé de crier, mais seul le silence remplissait l'air mort. J'ai couru le plus vite possible jusqu'à la porte de la chambre de ma mère, et j'y ai vu son corps allongé sur le sol. Elle était couverte de sang, et son bras gauche avait été arraché. Il y avait à côté d'elle, écrit dans son propre sang, les mots « Reste éveillé, s'il te plaît ». J'ai commencé à sangloter. Quand je me suis retourné, la créature était partie. Je ne sais pas où elle est partie, et je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. J'ai fermé les yeux autant que je le pouvais, et j'ai poussé le cri, le plus fort de ma vie. J'ai appelé la police, et me suis allongé sur le sol froid et couvert de sang, en attendant qu'ils arrivent. Ça paraissait des heures. Finalement, la police est arrivée et m'a trouvé en position fétale, à côté du corps de ma mère. Je leur ai raconté tout ce que j'avais vu. Je leur ai montré mon dessin. Je leur ai dit pour les tapements, les coups, les détonations. Je leur ai dit ce que j'avais vu dehors. Et bien sûr, ils n'en ont pas cru un mot. Pourquoi me croiraient-ils? Tout ce qu'ils ont vu était un enfant seul, pleurant au-dessus de sa mère décédée, son sang recouvrant mes vêtements, presque autant qu'il recouvrait le sol. Il fait froid dans cette cave. Elle est sombre et vide. Le silence est la seule grâce salvatrice. Constant, paisible silence. Ce soir, il pleut dehors. C'est plus froid, sombre et humide que jamais. Mais malheureusement, je dois arrêter d'écrire pour le moment. Je viens d'entendre un tapement sur ma fenêtre. Avant, j'étais comme vous. J'adorais frissonner. Je cherchais par tous les moyens à me faire peur, à me donner une bonne grosse dose d'adrénaline. Films d'horreur, maisons hantées, creepypasta, urbex dans des endroits flippants, j'étais toujours à la recherche de nouvelles choses. Et c'était devenu difficile au bout d'un moment, car quand tu as tout essayé, plus rien ne te surprend. C'est pour cela que j'ai décidé de tenter ma chance à l'étranger. J'avais plusieurs idées de pays dans lesquels je pouvais trouver ce que je cherchais, mais j'ai finalement opté pour l'Écosse, un pays que j'appréciais. Il faut dire que de nombreuses œuvres m'avaient donné envie de visiter le paysage de ce pays. Les Highlands qui sont montrés dans Highlander, les châteaux montrés dans divers films, et même des BD, comme dans la jeunesse de Picsou. Et vous vous en doutez, les fameux châteaux hantés qui parsèment ce beau pays. J'ai donc voyagé dans une petite ville paumée au nord de l'Écosse, non loin d'un de ces châteaux hantés, où j'espérais pouvoir passer quelques nuits. Mon voyage devait durer une semaine, donc plutôt que de tenter à m'infiltrer toutes les nuits dans le château pour y dormir, j'ai loué une petite maison dans le village, pour une somme tout à fait dérisoire. Une aubaine. La location n'était vraiment pas chère, certes, mais après l'avoir vue, j'ai bien compris pourquoi. Elle était vraiment délabrée. Elle était assez spacieuse néanmoins. Mais la poussière avait envahi les lieux. À l'intérieur de la chambre régnait une odeur de moisi, comme si elle n'avait pas été aérée depuis des lustres. J'ai vite fait d'ouvrir la fenêtre, espérant ne pas avoir cette sale odeur durant la nuit. En l'ouvrant, j'ai pu profiter d'un spectacle grandiose. Une vaste étendue de plaine verdoyante, et au bout, un immense château. Les fameuses Highlands, et le fameux château hanté, dans lequel j'allais essayer de me faire peur. Deux choses que je voulais absolument voir en venant ici, que de demander de plus. Comme le voyage m'avait quand même fatigué, j'avais décidé de ne pas trop me presser, et de passer une bonne nuit au calme dans ma fantastique demeure. J'avais ramené de quoi passer le temps, des bouquins, un lecteur DVD avec quelques films d'horreur, cela va de sans dire, et quelques barres chocolatées pour tenir la nuit, avant de faire quelques courses le lendemain.
Le soir venu, alors que j'étais dans ma chambre en train de regarder The Conjuring 2, j'ai entendu de grands bruits sourds. Je me suis levé pour aller voir d'où ça venait, mais sans succès. En allant me recoucher, rebelote. Des coups, comme si quelqu'un tapait contre un mur. Cette fois, je les avais entendus distinctement, ce n'était pas le fruit de mon imagination. Je suis resté un instant au milieu du salon, en tendant l'oreille, pour essayer d'identifier la provenance de ces coups. Et des coups, il y en a eu. Plein. Mais ils semblaient venir de nulle part et partout à la fois. Je n'arrivais pas à savoir d'où ça venait. J'ai cherché partout dans la maison, et même à l'extérieur, au moyen d'une lampe torche, mais je n'ai rien trouvé. Il n'y avait pas de cave ou de grenier, ni même d'étage à vrai dire. Donc cela venait forcément d'une des pièces aux alentours. Au bout d'un moment, alors que les coups continuaient, j'ai reconnu une certaine logique dans ceci, et c'est là que j'ai compris. C'était du morse. J'avais vu plein d'histoires à ce sujet, vu des centaines de vidéos d'esprits frappeurs qui communiquent en morse. Du coup, j'avais à peu près appris ce langage. Je me suis assis sur le fauteuil du salon, et je me suis concentré. 3 coups rapides. 3 coups lents. 3 coups rapides. C'était le mot du langage morse le plus connu. SOS. Je suis resté une partie de la nuit à écouter ces coups, à tenter de les déchiffrer. J'avais réussi à capter les messages suivants. Help me, I'm trapped here. Help me please, it hurts. God save me. Évidemment, la langue ici était l'anglais. Je ne m'attendais pas à découvrir des messages en français. Ces messages étaient inquiétants, surtout que je ne savais pas d'où ça venait. J'ai bien tenté de crier pour lui demander où il était, mais il continuait à envoyer ses messages par morse. Puis, comme le matin est arrivé, les coups avaient disparu. J'ai fait une nouvelle recherche minutieuse dans toute la maison et ses alentours, mais une nouvelle fois, rien. J'aurais bien demandé de l'aide aux voisins, mais il n'y en avait pas. Les seuls voisins que j'avais étaient à des kilomètres d'ici. Comme je n'avais pas dormi, j'étais exténué. Et puis, tout cela me semblait être une blague mise en place par quelques jeunes du coin qui voudraient effrayer les touristes et faire vivre la légende des fantômes du château. Et puis, j'en avais vu d'autres. Et bien pire. Je n'étais pas effrayé du tout. Je suis donc allé dormir, je me suis réveillé qu'en fin de journée. La nuit était tombée, et ce qui m'avait sorti de mon sommeil, c'était de nouveau des coups. Je suis retourné dans le salon, et à nouveau, j'ai déchiffré le morse. Help me please. Somebody get me out of here. Cette fois, j'ai eu l'idée de répondre directement en morse, en tapant moi aussi du pied sur le plancher. Where are you? Et alors que le tonnerre grondait dehors, et qu'il s'était mis à pleuvoir, il m'a répondu. Cell. Celle? Cellar? Une cave? Pourtant, j'avais bien cherché, je n'ai trouvé aucune trace de cave dans la maison. Et dans la location, il n'était pas question de cave. J'ai passé un coup de fil à la personne qui louait la maison, en lui parlant de ses coups et de cette cave. Comme il était tard, il m'a répondu très sèchement que la maison n'avait aucune cave, et qu'il n'avait jamais entendu de coups dans cette maison. Puis il a raccroché. Après cela, il n'y avait plus de coups du tout. J'ai continué ma semaine entre la maison et le château, et la seule expérience paranormale que j'ai eue durant la semaine était ces coups. Je suis rentré en France, ayant encore en tête le bruit qu'il faisait. Je ne savais pas si c'était une blague ou si c'était réel, mais moi, qui étais en quête de sensations fortes, j'étais quand même heureux d'avoir vécu ça. Jusqu'à ce que, arrivé chez moi, j'ouvre un livre qui parle du morse. Je voulais quand même vérifier que je n'avais pas fait d'erreur. Et j'en avais fait qu'une seule, une erreur, qui me fit enfin avoir ce frisson le long de ma colonne vertébrale. Ce frisson, qui me paralyse de peur. J'avais mal interprété le dernier mot. Celle. C-E-L-L. Je m'étais trompé pour la première lettre, sûrement à cause du tonnerre à ce moment précis. Ce n'était pas un C, mais un H. Elle. Il y a quelques années, j'ai vécu quelque chose d'épouvantable. Ça s'est passé quand j'avais environ 5 ans, mais je m'en souviens très bien encore aujourd'hui. Nous étions une famille assez pauvre, mais ma mère a toujours voulu le meilleur pour nous. Elle se tuait au travail pour ramener un maigre salaire qui lui servait à payer le loyer et les factures, ainsi que nous nourrir avec les marques bon marché. Ma sœur Justine et moi, nous étions heureux malgré le fait que les camarades d'école se moquaient de nous, parce qu'on avait des vêtements qui venaient souvent des associations, et certains élèves reconnaissaient leurs anciens vêtements. Mais souvent, je dis bien souvent parce que parfois ça nous faisait mal, on les ignorait et on était heureux. Ma mère essayait de nous faire le plus plaisir. À chacun de nos anniversaires, elle faisait son possible pour nous offrir ce qu'on voulait.
Je la voyais parfois pleurer dans la cuisine la nuit, lorsque j'allais aux toilettes. Elle était assise sur une chaise et buvait un verre d'eau pendant qu'elle pleurait devant la photo de mon père, qui était mort quelques années auparavant. C'est depuis ce temps d'ailleurs que l'argent a chuté et qu'on a déménagé. On a dû quitter une grande maison pour aller dans un petit appartement un peu insalubre. Je me rappelle plus tous les détails bien sûr, mais certaines choses m'ont marqué, comme la salle de bain. Elle avait le plafond couvert de moisis, la baignoire était cassée. À chaque fois qu'on devait se laver, on devait se dépêcher pour ne pas que la salle de bain soit inondée. Bref, tout ça pour dire que notre mère nous aimait et faisait tout pour nous. Et pour l'anniversaire de Justine, elle a voulu lui faire plaisir et faire venir chez nous le personnage de dessin animé qu'elle adorait, Mickey Mouse. Elle a tout organisé derrière nous, et le jour des 3 ans de Justine, l'après-midi, j'ai vu son sourire quand elle a vu ses amis, et jamais je ne pourrai l'oublier. Il était magnifique. Je ne me rappelle plus l'avoir déjà vu sourire autant. Elle était si mignonne avec ses petites couettes blondes, et son doudou qu'elle avait vite lâché pour aller enlacer ses copines. Et puis, il y a eu un autre invité. Je l'ai vu s'avancer dans le jardin à pas décidé. Tous les enfants ont crié de joie en le voyant arriver. Quand il est arrivé devant la porte, il a dit « Oh, coucou les enfants, vous êtes prêts pour faire la fête avec moi ?» Quand il a prononcé ces mots, tous les enfants, et moi aussi, avons crié de joie pendant que Mickey entrait dans la maison. Il était assez grand et très semblable aux mascottes des parcs Disneyland. Quand il est passé devant moi, j'ai senti comme un malaise, comme si ce personnage aspirait tout espoir, un peu comme les détraqueurs de Harry Potter. Et il est parti dans le salon, sous les applaudissements de ma mère et des autres enfants. Moi, je n'avais plus envie d'y aller. J'adorais Mickey comme énormément d'enfants de mon âge, mais quand il est passé à côté de moi, j'ai senti que cet être n'était pas gentil. Alors qu'il était dans le salon en train de danser avec les enfants, je suis allé voir ma mère qui était dans la cuisine avec la maman des copines de Justine. Je lui ai discrètement dit à l'oreille que le Mickey dans le salon n'était pas gentil, mais elle n'a fait que rire et m'a demandé d'arrêter d'imaginer des choses et d'aller jouer avec les autres enfants. J'ai alors été rejoindre les autres dans le salon. Mickey était là et dansait avec Justine. Tout se passait bien, jusqu'à ce que Mickey prononce ces mots. Maintenant les enfants, on va jouer à « Fais comme moi ». Ah. Il a alors expliqué les règles du jeu. Il devait faire quelque chose, comme par exemple toucher son nez, et on doit faire pareil. C'est un jeu plutôt classique et innocent, mais pas là. Les premières choses à faire étaient plutôt basiques, comme par exemple prendre une petite voiture et la faire rouler sur la table, toucher ses cheveux, danser, sauter à pieds joints, puis... Plus difficile maintenant, mais prenez garde, le perdant aura un gage. Il s'est tourné lentement vers l'aquarium, puis il s'est avancé doucement vers celui-ci et a plongé sa grosse main dedans. Je ne sais pas par quel miracle, mais il avait réussi à sortir un poisson de l'aquarium. Il nous l'a fait montrer en mettant un doigt devant sa bouche, comme pour nous dire de nous taire, et que tout ceci était un secret. Puis, il l'a jeté sur le sol en faisant son petit rire, avant de lui sauter dessus à pieds joints. Alors que tous les enfants semblaient tétanisés, moi aussi je l'étais, Mickey a applaudi. « Alors, bande de petites merdes, on va choper un poisson et on le piétine. Le dernier a un gage. » Les enfants ont hésité avant de bouger. Certains y sont allés en premier, puis les autres ont suivi. Les enfants ont monté sur des chaises pour pouvoir atteindre le haut de l'aquarium, afin de plonger les bras dans l'eau. Les mamans ne voyaient rien, trop occupées à discuter dans la cuisine. Et puis, un des enfants a failli tomber, et s'est agrippé sur le bord de l'aquarium. Malheureusement, le poids de l'enfant l'a emporté. Il est tombé faisant basculer l'aquarium sur lui. Un aquarium très gros, ce qui lui a écrasé le visage, le tuant sur le coup. Alors que l'eau s'est allée sur le sol devenant rougeâtre avec le sang, les poissons s'agitaient sur le sol. Les enfants ont commencé à crier, ils ne comprenaient pas. Mickey, lui, s'amusait à sauter sur les poissons en faisant son rire. Et les mamans sont arrivées. La maman du petit a hurlé et s'est précipitée sur lui. Les autres ont repris leurs enfants et sont partis, en s'excusant. Nous, on a été envoyés dans nos chambres. Personne n'a fait attention à Mickey. Il s'était volatilisé. Alors que ma sœur et moi étions dans la chambre que nous partagions, on a vu une ombre dans le placard de la chambre. Un grand placard mural, avec des aérations horizontales tout le long de la porte. Ma sœur a fait montrer le placard et a dit tout bas « Il y a quelqu'un dedans ». J'ai regardé discrètement et mon cœur a fait un bond. Il y avait effectivement la forme d'une personne à l'intérieur, mais impossible de voir de qui il s'agissait. J'étais petit et je ne savais pas ce qu'était le danger, ou du moins, je n'avais pas la même notion qu'un adulte. Je me suis levé et je me suis approché pour ouvrir, simplement parce que je me disais que quelqu'un devait nous faire une blague et que je voulais voir de qui il s'agissait. Alors que je m'approchais de l'armoire doucement, j'ai entendu une voix siffloter venant de derrière moi, plus précisément, sous le lit.
Je me suis stoppé, ma main proche de la poignée de la porte. Ma sœur s'est agrippée à ma jambe, pendant qu'elle aussi regardait le lit. C'était la chanson de la célèbre attraction Small World que sifflait la personne sous le lit. Là, du haut de mes 5 ans, j'ai commencé à avoir peur. Surtout quand une petite voiture de police a lentement roulé dans notre direction. Alors qu'on allait partir de la chambre, on a vu Dingo, ou plutôt, quelqu'un en costume de Dingo devant la porte qui est entré dans la chambre et a fermé celle-ci. Tout doucement, ma sœur et moi nous reculions. Dingo était devant nous, immobile, devant la porte d'entrée et nous regardait. Alors que je regardais Dingo, on a entendu la porte de l'armoire s'ouvrir doucement en grinçant. Je ne savais plus où regarder, c'était horrible. Il y avait Dingo à l'entrée, la chose dans l'armoire, et celle sous le lit. Alors que je commençais à pleurer, ma sœur a poussé un hurlement et est tombée à plat ventre, sa tête touchant le parquet. Je peux encore entendre le choc, le craquement des dents contre le sol, la fracture du nez. J'ai des frissons rien que d'y penser. J'ai vu le sang, les petites dents, mais surtout, j'ai vu le regard d'horreur que me lançait ma sœur. Elle me suppliait de l'aider. J'étais tétanisé, je ne savais pas quoi faire à part regarder. Je l'ai vu agripper le parquet avec ses ongles, je l'ai vu se faire traîner sous le lit, en pleurs et en hurlant. J'ai vu ses ongles s'arracher. J'ai entendu le bruit horrible de mastication sur le lit qui y tremblait, et le sang qui en débordait. Pendant que je regardais ma sœur se faire dévorer par la chose sous le lit, j'ai senti une main sur mon épaule. J'ai regardé. C'était la main de Dingo. Il a tourné la tête vers moi et a fait « Chut » avec son autre main. On était là, à regarder ma sœur se faire manger. C'était un spectacle épouvantable. Dans ma tête, j'ai compté jusqu'à 10, puis je me suis dégagé de la main de Dingo et me suis dépêché d'ouvrir la porte et de descendre les escaliers à grande vitesse. Étrangement, je n'ai pas entendu les mascottes me suivre. J'ai compris pourquoi quand je suis arrivé dans le salon. J'ai vu ma mère allongée par terre, les intestins dehors, les yeux arrachés, et sans jambes et bras qui étaient dans la bouche des dizaines de mascottes Disney, mes tailles enfants qui étaient là, en face de moi. Du sang coulait de leur bouche. J'ai couru dans la pièce à côté, pareil, mais cette fois, c'était la mère du petit qui s'était fait écraser par l'aquarium, qui était en train de se faire manger. Elle était encore vivante, mais elle était attachée par ses cheveux au plafond. Ses pieds ne touchaient plus le sol. Des mini dingos étaient là, et s'amusaient à lui couper les doigts, les orteils, les oreilles, etc. Et sa langue aussi, qu'un des petits dingos était en train de manger. Quand elle m'a vu, elle s'est mise à s'agiter pour me demander de l'aide. Mais à force de bouger, ses cheveux n'ont plus supporté le poids, et avec un grand bruit de déchirure, elle s'est écroulée par terre. Au plafond, il y avait encore les cheveux et une partie de peau du crâne de la femme. Dès qu'elle est tombée, les mini dingos lui ont sauté dessus pour lui ouvrir le ventre et manger ses organes alors qu'elle était encore en vie. Je me suis dépêché de sortir de la maison, mais quand j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvé avec un grand sac sur la tête. Et je ne me rappelle plus de rien après. Je sais seulement que maintenant, je suis à Disneyland. Je travaille comme cast member. Je dois faire entrer les personnes dans les attractions. Vous m'avez sans doute déjà vu si vous êtes venu à Disneyland récemment. On est obligé de sourire, obligé d'être poli, pendant que les familles s'amusent, pendant qu'ils rient, qu'ils sont heureux. Je les envie. J'envie leur insouciance et leur ignorance. J'envie le fait que quand ils ont fini de s'amuser ici, ils s'en vont chez eux. Moi, quand j'ai fini ma journée de travail, je dois descendre dans les sous-sols où m'attend ma cellule, très petite, où je n'ai pas le droit de sortir, de parler, de rire, de pleurer, rien, à part dormir et manger la tranche de pain, ou parfois, quand on a de la chance, un reste de plat des restaurants. Inutile de préciser qu'on n'est pas payé. Je dis on, parce qu'il y a une 50aine de cellules, tous, avec des enfants kidnappés qui sont devenus cast members. Les documentaires parlent de jobs joyeux, mais ce n'est pas vrai. On est obligé de dire ça devant les caméras et journalistes. Nous vivons un cauchemar. Aidez-nous. Cet enregistrement a été trouvé sur une clé USB découverte à l'intérieur d'un sac d'une enfant ayant été à Disneyland.